Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire économie. Merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, on va donc parler un peu des actualités de la filière œufs et ovoproduits et de la filière lapin de chair. Donc on va vous présenter, les dernières tendances des marchés français et européens et puis les perspectives pour 2026. Donc je suis Justine Briet, je suis chargée de mission santé à l'Italie et puis, j'animerai, le webinaire qui vous sera présenté par Simon Fourdin, qui est donc le directeur du pôle économie de l'Italie et qui va vous présenter donc tout ce webinaire. Il répondra aussi à la fin de chaque grande séquence à vos questions que vous pouvez poser directement dans le chat que vous avez à droite. Et on aura aussi Mohamed Bouzidi, donc qu'on voit aujourd'hui, en caméra, qui est donc chargé d'études du pôle économie de l'Italie, et qui lui, répondra dans le chat directement à vos questions et qui, essaiera d'aller chercher les derniers chiffres pour qu'on puisse vous répondre le plus précisément possible. Et puis ce webinaire, il est, en partenariat avec Biochem, grâce à qui donc on peut les organiser, et donc on les remercie chaleureusement. Donc on va pouvoir commencer si ça vous va et puis, s'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent, ils prendront en cours de route. Donc Simon, je te laisse la main. Merci Justine. Donc sans plus attendre, on peut démarrer donc ce web écho. En 2 sessions, hein, toute la première partie, on parlera donc de l'œuf et la deuxième partie, du lapin. Donc sur le marché des œufs et des œufs produits en France et dans le monde, on a fait un sommaire en 5 parties. Une première partie sur les matières premières. Alors pour ceux qui étaient là au web écho, volaille de chair, il y a pas mal de choses qui seront, en commun. Une deuxième partie sur la consommation, des œufs et des ovoproduits en France. Une troisième partie sur un zoom sur le marché français des œufs et des ovoproduits. Une quatrième sur les marchés européens des œufs et notamment aussi les questions d'import depuis les pays tiers. C'est là où on parlera notamment des importations ukrainiennes qui ont fait pas mal de bruit ces derniers temps. Et puis enfin, une dernière partie qu'on a ajoutée depuis quelques web échos, un peu sur les actualités de la filière et notamment tout ce qui concerne l'influenza aviaire et les questions d'enjeux sociétaux, on va dire, autour de la fin de la cage et de l'ovosexage. 2 sujets très importants pour la filière œuf. Alors, sur le résumé des épisodes précédents, au niveau du contexte économique, l'inflation a ralenti très fortement, hein, on l'avait dit aussi mardi, on a 2% maintenant d'inflation, donc les prix alimentaires n'ont plus la même hausse que ce qu'on a pu connaître depuis 2022. Donc ça s'est plutôt stabilisé. Il y a quand même un contexte géopolitique très incertain au niveau mondial depuis l'arrivée notamment de Donald Trump aux États-Unis. Il y a des déstabilisations des équilibres mondiaux. Et puis, on vient de le citer juste avant, mais pour ce qui concerne les filières œufs et ovoproduits, il y a quand même toutes ces questions autour de la fin de la cage et l'ovosexage. Et on verra qu'il y a quand même pas mal d'actualités sur ces 2 sujets. Côté influenza aviaire, au moment où on a fait les diapos de ce webinaire, on avait marqué stabilisé. Là, on met plutôt stabilisé parce que malheureusement, il y a eu pas mal de cas ces derniers temps. Alors, dans certains pays européens, Espagne, Royaume-Uni, Pologne, Allemagne, on y reviendra également. Mais là, depuis quelques jours, il y a quelques cas également en France. Alors, il y en avait eu en faune sauvage, mais là, il y en a aussi en élevage ou en basse-cour. Donc, c'est un gros point de vigilance pour la filière. Et donc, enfin, un point sur l'Ukraine, hein, on en a pas mal parlé, la flambée des importations ukrainiennes, où on en est aujourd'hui. Alors, sur le contexte des matières premières, donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau des matières premières, on a plutôt une offre qui est assez abondante, un peu dans tous les pays du monde. On fera le focus après sur les grands points à retenir sur cette partie matières premières. Attention néanmoins quand même des fois sur la qualité de ces matières premières. On a eu le problème en France avec pas mal de mycotoxines, notamment dans les maïs ou autres, qui ont un peu plus complexifié les formulations à faire pour les animaux, avec qui peuvent avoir des conséquences sur la production derrière. Mais donc globalement, au niveau des prix, on est plutôt sur des prix en baisse du fait de cette offre importante. Là, c'était sur les céréales. Sur les oléagineux, on est aussi dans des prix qui sont relativement en baisse également, pour la même raison, avec des productions qui sont plutôt importantes, un peu dans les différentes zones du monde. Et contrairement aux années précédentes, on avait souvent des aléas climatiques très importants dans certaines régions du monde très exportatrices. On a moins eu le cas sur la dernière campagne. Alors, pour globaliser un peu toute cette question autour des cours qui sont bas là, sur les matières premières, qu'est-ce qui se passe globalement? Bon, déjà, il y a le premier point qui est la compétitivité qui est plombée par la parité euro-dollar, donc ça, c'est un premier point.
Deuxième chose, au niveau des productions, je disais l'offre est forte, et donc la FAO parle même de perspectives d'offre mondiale confortables, ce qui est assez rare dans les prévisions de la FAO. On est plutôt d'habitude sur des stocks un peu tendus, donc là c'est au niveau des céréales. Donc globalement, on a plus 3,8% à l'échelle de la planète par rapport à 2024 de production de céréales, donc c'est quand même des chiffres assez rares pour être signalés, avec des bonnes récoltes qu'on a eues un peu partout, que ce soit en Europe, en Australie sur le blé, et puis aussi sur tout l'hémisphère sud. Sur le maïs, on a eu des bonnes récoltes aussi en Chine, et même une récolte record aux États-Unis, alors liée aussi, pas forcément qu'à des niveaux de rendement, mais aussi à une surface emblavée en maïs plus importante aux États-Unis que d'habitude. Pour, on va dire, remettre un petit peu de prix dans ces matières premières, il y a quand même quelques importateurs qui reviennent aux affaires, des pays qui sont très dépendants des imports pour subvenir aux besoins de leur population, l'Algérie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, notamment sur le blé, la Turquie en orge. Et donc, ça va peut-être réaffermir un petit peu le cours des matières premières. Et puis, on l'avait cité aussi mardi, mais du point de vue américain, au-delà des effets droits de douane, il y a un autre effet quand même, c'est sur le thermomètre mondial qui est l'USDA, le département américain de l'agriculture, qui permet d'avoir quand même des prévisions assez robustes sur l'ensemble des zones de production bien au-delà des États-Unis, et qui, depuis le shutdown et notamment les coupes sur le budget fédéral américain, risque des fois de ne pas pouvoir faire le travail qu'ils faisaient jusqu'alors. Donc à suivre, mais si on n'a plus ce repère-là, ça sera plus compliqué aussi de faire les prévisions, même s'il existe bien sûr d'autres organismes au niveau international, comme la FAO qu'on a cité au début de cette slide. Alors, ces conséquences de la baisse des cours des matières premières a des effets, bien sûr, sur l'indice ITAVI, qui est un indice matières premières. Donc, celui-là qui vous est représenté à l'écran, c'est celui pour les poules pondeuses, vu le sujet du jour. Donc, on peut voir, donc on parle d'un nouvel indice ITAVI, j'y reviendrai sur la diapo juste après, mais on peut voir qu'après, effectivement, le pic très important qu'il y a eu suite au démarrage du conflit en Ukraine, on a eu une baisse tout aussi marquée, et là, on est dans une baisse qui est avec une courbe plus modérée, mais on continue d'être en baisse du fait de ces matières premières qui sont disponibles, et donc du coup en perte avec des prix qui baissent. On peut voir sur cette même courbe par rapport à l'IPAMPA, donc on voit en IPAMPA, mais c'est toujours le cas sur l'IPAMPA, c'est plus lissé, moins marqué que les fluctuations qu'on peut retrouver sur l'indice ITAVI. Alors je disais, c'est un nouvel indice ITAVI. On a eu tout un chantier de révision sur l'ensemble des indices ITAVI, dont celui de la pondeuse. Pour rappel, avec la loi Egalim et notamment Egalim 2, les indices ITAVI sont très utilisés dans les contrats en amont comme en aval. Et donc, si vous avez besoin de comprendre un peu plus la méthodologie qu'il y a derrière l'indice ITAVI, c'est fait en toute transparence. Donc, vous avez une note méthodologique qui a été réalisée par Mohamed, que vous venez de voir tout à l'heure à l'écran, qui est très complète, très bien faite, et qui vous permet de comprendre quelles sont les révisions entre les anciennes séries d'indices et les nouvelles. Pour information également, jusqu'au décembre 2025, il y a une double publication, donc depuis septembre jusqu'à décembre, on publie à la fois les anciens indices et les nouveaux indices, ce qui permet aux opérateurs de pouvoir faire la transition vers ces nouveaux indices. La base 100 est désormais à janvier 2020, mais pour ceux qui ont besoin d'avoir une rétropolation plus ancienne, on est remonté jusque 2014, donc ça permet de pouvoir comparer les deux séries sur un très long pas de temps pour ceux qui ont besoin d'avoir cet historique. Et donc, on a mis en place un e-learning avec le service formation de l'ITAVI. Donc, vous avez entre 30 et 40 minutes de e-learning pour tout comprendre de l'indice ITAVI et des spécificités des indices ITAVI selon les filières, notamment, par exemple, si vous voulez en savoir plus sur la pondeuse ou le lapin, puisque ce sera le sujet de tout à l'heure. Donc, voilà, je vous encourage à aller y faire un tour. Sur la tendance de la baisse des prix des matières premières et donc par conséquent de l'aliment, donc là vous avez l'indice ITAVI qui est en pointillé noir et l'IPAMPA en pointillé bleu, donc les indices français, et qu'on vous a mis par rapport en comparaison aux indices aliments en Allemagne, Pays-Bas et Pologne. Et donc, on peut voir qu'on a une tendance qui se retrouve, la tendance française, qui se retrouve dans les autres pays de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas uniquement la France qui est concernée, mais bien l'ensemble des pays. Alors, la courbe est peut-être plus marquée quand même sur la fin de l'indice ITAVI vers le bas, et ça, c'est vraiment lié au fait que l'indice ITAVI ne concerne que le périmètre des matières premières et pas l'intégralité du coût d'un aliment.
Alors voilà déjà peut-être une première séquence de questions. Merci Simon. Donc, ouais, voilà, première séquence de questions sur cette partie-là, dont une partie du coup avait été présentée au dernier webinaire si vous étiez là. Donc, peut-être pour ça que pour l'instant il n'y a pas de questions dans le chat. Simon, moi je me posais une question. Tu parlais tout à l'heure là des États-Unis sur ta slide, sur le shutdown aux États-Unis. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Il y a quoi là, ce shutdown-là? Alors le shutdown, en fait, tout simplement, c'est que bon, le budget fédéral, donc, enfin, aux États-Unis, il y a des budgets par État et un budget fédéral. Le budget fédéral, il doit être décidé avec l'accord du Parlement américain. Et si il y a un désaccord entre les différents partis présents au Parlement, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui est complètement différent à la France, c'est qu'il y a un shutdown, c'est-à-dire qu'en gros, les fonctionnaires fédéraux, donc c'est pas tous les fonctionnaires américains, mais les fonctionnaires au niveau fédéral, ne sont plus payés tant que le budget n'est pas validé. Et donc, il y a un grand nombre de fonctionnaires qui peuvent se retrouver en chômage technique, alors pour une durée plus ou moins longue selon la durée du shutdown. C'est pas la première fois que ça se produit aux États-Unis. Il y avait eu aussi du temps d'Obama, enfin, il y a eu avec les précédents présidents américains, il y a déjà eu des shutdowns. Sauf qu'en fait, sur tout ce qui est statistique, alors pas que agricole d'ailleurs, mais sur les statistiques au niveau américain, il y a quand même beaucoup de choses qui sont gérées au niveau fédéral. Et donc, sans budget fédéral, il peut y avoir des outils qui ne sont plus mis à jour. Et l'USDA, c'est vraiment il faut comprendre que les États-Unis, vu la puissance agricole, la puissance que c'est d'ailleurs totalement, et en agriculture en particulier, c'est quand même souvent eux qui ont les rapports de l'USDA qui sont lus par le monde entier comme prévision un peu des perspectives agricoles. Après, il y a la FAO, je disais, qui peut en faire également. Il y a d'autres organismes qui peuvent en faire, internationaux. Mais l'USDA est quand même extrêmement regardé, quoi. Et donc, c'est vrai que même nous, on va dire, côté français ou autre, on va regarder souvent les rapports USDA. Et s'ils sont plus en capacité de le faire, donc il y a le shutdown d'un côté, je disais, mais il y a aussi les coupes fédérales, hein, parce que Elon Musk, quand il était arrivé aux côtés de Donald Trump, le but, c'était quand même de couper énormément dans les dépenses fédérales. Et donc, il y a un grand nombre de collègues américains fédéraux qui ont été licenciés. Et puis d'ailleurs, je ne l'ai pas remis là, mais il y avait aussi la conséquence sur ceux qui suivaient, par exemple, les questions sanitaires sur la grippe aviaire, mais ça peut-être que Justine t'en sait plus que moi là-dessus. Mais là, c'est pareil, il y avait eu d'ailleurs des personnes qui avaient été licenciées, qui ont été finalement réintégrées parce qu'ils n'avaient plus le suivi nécessaire par rapport à ces questions sanitaires quand même primordiales. Surtout que les États-Unis ont été quand même pas mal touchés aussi par la grippe aviaire. Et puis en plus, eux, il y a eu les impacts aussi sur les vaches laitières, etc. Donc il y avait toute une crise là-dessus, quoi. Donc ça pose un peu question quand même qu'un pays aussi puissant et aussi regardé sur ces questions-là puisse perdre ces indicateurs. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques années ou même encore quelques mois, quoi. Oui, ça changerait un peu du coup nos prévisions si on n'a plus accès à leurs rapports, quoi. Là, on aurait moins, c'est pour ça que j'ai mis le thermomètre, on aurait moins de repères pour voir si les prévisions que nous on arrive à faire à notre niveau, on puisse les consolider avec ces prévisions qui sont quand même assez robustes, quoi. Ouais, OK. Bon, on attend de voir. Je vois toujours pas d'autres questions dans le chat, donc écoute, c'est que c'était très clair. Si tu veux continuer, je pense qu'on peut. Donc on va poursuivre, ça marche. Donc sur la consommation maintenant en France et en Europe. Alors, sur les œufs, alors un peu à l'instar de ce qu'on a vu mardi pour ceux qui étaient là pour la volaille de chair, c'est aussi une production animale très dynamique en termes de consommation. Donc là, on vous a remis la consommation des œufs par an par habitant, alors avec la part de coquilles et la part de vos produits. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 10 ans, les Français ont consommé chacun plus 25 œufs, donc 25 œufs. Donc, ce qui est quand même très important. Et donc, cette croissance se poursuit. On sent une certaine appétence pour ce produit avec plein de qualités en termes de prix, en termes de régime, parce que notamment les régimes végétariens qui peuvent aussi consommer des œufs, fait qu'il y a toute la population quasiment consomme des œufs, enfin 98% de la population française peut consommer des œufs, ce qui fait que c'est très utilisé. Et puis, il avait été un moment décrié pour des aspects santé, cholestérol, etc. Et puis, finalement, il a retrouvé ses lettres de noblesse là-dessus. Et donc, on a en plus le côté nutritionnel qui est redevenu plus important pour une image positive de l'œuf.
Ce qu'il faut aussi regarder sur cette proportion-là, c'est de voir quand même que le poids des ovoproduits est quand même très important dans un pays comme la France, puisqu'on est entre 38-40% de la consommation qui se fait sous forme d'ovoproduits. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver dans d'autres pays, on va dire plutôt les pays occidentaux, mais qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres zones du monde. Si on va regarder maintenant le détail sur la grande distribution, et puis on regardera après donc en œuf coquille, on regardera après sur les ovoproduits par la suite. En grande distribution, les parts de marché, le PDM parts de marché, ne cessent de baisser sur la proportion d'œufs cage, de poules élevés en cage. Et là, on vous a mis vraiment les derniers chiffres, donc les 7 premiers mois de 2025, les dernières données disponibles depuis le panel Kantar là, pour France Agrimaire. On a moins de 15% là, sur les 7 derniers mois d'œufs de provenance cage. Du coup, c'est compensé par une hausse de la proportion d'œufs sol. Donc, on voit depuis 2019, c'est là où vraiment les œufs sol ont commencé à venir remplacer les œufs cage, puisqu'avant, on n'avait pas trop cette alternative à la cage, n'était pas forcément dirigée vers le sol, mais vers d'autres types de production, notamment le plein air, qui a beaucoup bénéficié de ce report de la cage. Ces dernières années, c'est vraiment le sol qui prend la relève. Le plein air reste quand même la production avec la plus grande part de marché en distribution. Et puis, le bio, alors le label rouge est un peu en stabilité. Le bio avait gagné jusqu'à presque 15 points de part de marché. Bon, il est redescendu avec la crise économique. Mais là, on verra tout à l'heure, il est plutôt en train de se stabiliser, voire de redémarrer légèrement. Alors, si on regarde là c'était sur du pluriannuel. Là, si on regarde juste la comparaison des 7 premiers mois de 2025 par rapport aux 7 mêmes mois de 2024 pour voir vraiment les dernières tendances, on a quelque chose. Alors, pour ceux qui avaient suivi les web-échos des semestres précédents, on avait d'habitude 2 modes de production qui étaient en baisse, la cage et le bio, pour des raisons complètement différentes. La cage, puisqu'on est effectivement vers une transition vers la fin de la cage et pas mal d'engagements de distributeurs pour sortir de la cage qui faisait qu'il y avait moins de cash qui étaient proposés, d'où une baisse des ventes. Et sur la bio, c'était vraiment le contexte inflationniste avec les produits bio, et pas seulement en œuf, qui avait été très impacté par la crise. Sur le bio, comme je le disais juste avant, on voit au niveau des volumes un sensible redémarrage. Donc ça, c'est très positif pour la filière bio qui semble s'écarter de la période la plus difficile qu'ils ont pu connaître ces derniers temps, avec même des fois un peu des paradoxes, puisqu'il y a eu beaucoup d'élevages bio qui ont été déconvertis pour passer en plein air. Et là, maintenant, en tout cas, avec certains opérateurs, on a eu des échanges et sur le fait qu'ils commençaient à manquer d'œufs bio. Donc, c'est un peu le paradoxe. Il y a toujours des effets un peu aller-retour, mais là, il semblerait qu'on puisse commencer à avoir des manques d'œufs bio, en tout cas dans certaines régions ou pour certains opérateurs. Et puis, donc, l'œuf cage, lui, qui continue de baisser puisque les engagements sont toujours là sur les distributeurs qui ont souhaité sortir de la cage. Et on peut voir aussi, mais ce n'est pas la première fois qu'on a cet effet-là, c'est quand même sur l'œuf cage qu'il y a la hausse des prix, donc en orange plus foncé, là, qui est la plus forte par rapport aux autres modes de production, parce qu'il y a vraiment une tension entre l'offre et la demande sur ce code. Et on le verra tout à l'heure, ce qui peut créer des situations un peu paradoxales, notamment par rapport aux autres modes de production qui vont se retrouver presque à même niveau que la cage. Donc là, c'était sur la grande distribution. Là, on va parler maintenant de la partie ovoproduits. Donc sur les ovoproduits, on a les chiffres qu'au niveau annuel. Donc la dernière année disponible, c'est 2024. Et donc en 2024, sur la dernière année complète, on avait quand même encore 42% des ovoproduits qui étaient issus d'œufs cage. Donc vous voyez, c'est plus du double de ce qu'on a en grande distribution. Donc quand on parle de la transition vers la fin de la cage, on est quand même à des niveaux très différents selon les débouchés entre œufs coquilles et ovoproduits. Et puis en fait, là, je n'ai pas mis le détail, parce qu'il vous avait été présenté la fois précédente, mais entre les ovoproduits pour la RHD ou pour l'industrie agroalimentaire, on a aussi des écarts notables entre les deux. Mais on voit néanmoins quand même que la partie sol, comme en grande distribution, prend de plus en plus de part. Et on l'avait cité aussi lors du dernier Webeco, on a pu noter quand même qu'en 2023, il y a eu un petit rebond. On a repris un point d'œufs issus de poules élevées en cage, qui montre bien que la cage, sur ces derniers temps, avec une période inflationniste, avait mieux résisté que ce qu'on aurait pu imaginer.
Alors là, on va regarder le détail sur les 5 modes de production 2, hein, donc les 4 codes et puis le label rouge, qui est aussi du code 1, mais avec un cahier des charges spécifique. Donc vous avez en 2025 la courbe en vert, et donc on peut voir que sur la cage, on est sur une dynamique comme on venait de le citer juste avant. Donc on va se retrouver avec des prix un peu records sur la cage. Et donc si on compare le graphe de gauche sur la cage et celui de droite sur le sol, on va se retrouver en fait avec des prix qui sont très très proches. Et on peut même avoir dans certains hyper et supermarchés certains prix d'œufs cage qui sont supérieurs au prix des œufs sol. Alors pas forcément, ça peut être sur de la MDD d'un côté et sur des marques nationales de l'autre, mais donc c'est quand même quelque chose qui est assez inattendu d'avoir des œufs cage qui peuvent devenir plus onéreux que des œufs sol dans certaines enseignes. Et là, on voit bien illustré sur cette diapositive. Sur le plein air et le bio, on est plutôt là sur des prix qui sont assez stabilisés, donc plutôt au même niveau que ce qu'on avait pu connaître dans les années précédentes. Sur le bio, on va dire c'est quand même plutôt une bonne nouvelle aussi, puisqu'on a vu qu'au niveau des volumes, il y avait un redécollage. Donc s'ils arrivent à maintenir les prix avec des volumes supplémentaires, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ce circuit-là. Sur le label rouge, donc qui concerne un volume moindre en œuf, hein, on n'est pas comme sur la volaille de chair. Là, on a un prix moyen qui est plutôt en baisse, mais qui a connu des variations plus fortes aussi que les autres modes de production ces dernières années. Alors, tout cet effet, c'est ce que je disais tout à l'heure, un peu paradoxal de la tension un peu sur l'œuf cage, qui est le premier prix qu'on va retrouver en œuf par rapport aux autres modes de production, fait qu'entre 2021 et là, les derniers chiffres disponibles Kantar de juillet 2025, on va retrouver des écarts de prix qui se sont vraiment amoindris en relatif, hein, en valeur relative, entre les modes de production. Donc à gauche, pour vous donner quelques illustrations, si on prend la cage basse 100 en 2021, on avait un rapport de x2,5 pour le bio, il était 2,5 fois plus cher que la cage. En juillet 2025, il n'est plus que 1,9 fois plus élevé que la cage. Et puis surtout, si vous regardez les deux premiers modes de production, donc cage et sol, il y avait plus 23% à gauche, alors qu'on est à plus 1,5%, et même dans certaines situations, je l'ai dit, on pouvait se retrouver à égalité, voire même des fois en dessous. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. En fait, c'est la hausse de la cage qui est venue contracter un peu ces écarts. Et donc, pour le consommateur, dans son acte d'achat, ça peut aussi avoir des impacts, puisque finalement, les différentiels de prix ne sont plus aussi élevés que ce qu'il avait pu connaître auparavant. Alors, sur la consommation, je ne sais pas non plus s'il y a des questions. Désolée, ma caméra met toujours un temps fou à se rallumer. Pas de questions pour l'instant non plus. Ah si, je vois quelqu'un qui vient d'en poser une. Qui nous demande si, les chiffres sur les modes d'élevage en magasin viennent des producteurs ou directement des enseignes de la grande distribution? Alors sur la grande distribution, les données qu'on utilise sont les données du panel Kantar. Donc Kantar, c'est un panéliste en fait qui sonde un grand nombre de consommateurs. Donc tout le monde peut être panéliste Kantar. Et quand vous êtes panéliste Kantar, en fait, vous devez déclarer vos achats à chaque fois que vous allez faire vos courses alimentaires. Vous devez déclarer vos achats. Donc il y a plusieurs modes de façon de faire, mais c'est du déclaratif. Ce qui est différent de d'autres panélistes, parce qu'il n'y a pas que Kantar qui existe comme panéliste, où les autres panélistes vont plutôt travailler, Nielsen par exemple, ou Circana vont plutôt travailler sur les sorties caisses, donc qui sont plus fiables, parce qu'ils sont vraiment, c'est le ticket de caisse qui est utilisé, alors que là, sur Kantar, on est sur du déclaratif. Par contre, Kantar, le champ est plus large, parce qu'on ne va pas voir que dans les grandes enseignes, mais on va s'y voir sur d'autres types de surfaces de vente. Donc ça reste un outil très intéressant, mais qui peut avoir ses limites. Donc c'est bien des fois de regarder par rapport à d'autres panélistes. Nous, c'est celui qu'on utilise puisque c'est celui qui est disponible via France Agrimaire et qui permet de voir quand même les évolutions. OK.
Quelqu'un d'autre qui nous demande si la répartition en mode d'élevage en nouveaux produits est mesurée en kilos ou en CA? Oui, là, dans la filière ovoproduits, on est bien sur des volumes utilisés et pas sur du chiffre d'affaires. Donc, c'est pour vraiment savoir la provenance en volume. Les œufs, ils ont été utilisés de quel type de mode de production. Donc, on est bien sur du volume. Super. Et effectivement, nouveaux produits, on va plutôt parler en kilos que pour les œufs coquilles, on va parler en œufs coquilles. Est-ce que tu sais d'où vient la forte accélération sur la diminution des cages en 2025 versus 2024 comparé à 2024 versus 2023? En fait, là, alors, enfin, ça va être des hypothèses, hein, parce que Kantar nous dit pas après pourquoi les consommateurs se sont tournés plus ou moins vers tel ou tel type de produit. Là, ce qu'on peut dire, et on le reverra tout à l'heure sur les chiffres de la production, c'est quand on était en période très, très inflationniste, avec des évolutions quand même de prix, je sais pas si tout le monde les a bien en tête, mais qui étaient quand même très, très élevées, fait que la cage a particulièrement bien résisté puisque le consommateur, même si le consommateur voulait acheter par exemple du plein air ou autre, enfin tous les consommateurs s'étaient rabattus, on va dire, un peu sur une gamme inférieure, du fait vraiment une flambée des prix. Là, on est dans un contexte qui est beaucoup moins inflationniste. Donc, une des hypothèses, c'est que le consommateur puisse de nouveau acheter plutôt ce qu'il a envie d'acheter et pas ce qu'il est obligé d'acheter du fait de son pouvoir d'achat très contraint. Donc, il est probable, on l'a vu sur les ovoproduits, là on le voit un peu aussi, effectivement, en 2023, on le verra sur les capacités en production, au niveau des effectifs de poules pondeuses, qu'on avait aussi cette petite résistance. Et là, on repart sur le cycle plus classique qu'on avait connu avant la période inflationniste, avec quand même tous ces engagements, hein, je le rappelle, des enseignes qui toutes les anciennes françaises se sont engagées à sortir petit à petit de la cage. Donc, il y a toujours cette tendance de fond qui subsiste. Alors là, c'est peut-être un peu, enfin, je suis pas sûre que tu aies la réponse, mais est-ce que cette, tendance, on l'observe aussi dans d'autres pays qui ont des systèmes alternatifs, type, Allemagne comme ça là, avec un regain du bio ou? Oui, alors sur le bio, alors faudrait qu'on regarde les derniers chiffres, mais sur le bio, c'était une crise qui touchait pas que la France, hein, qui a touché, de toute façon, l'inflation, elle a touché aussi un peu tous les pays et la bio particulièrement. Et on le reverra tout à l'heure, on a présenté, alors il faudrait regarder dans les précédents Webeco parce que c'est un graphique qu'on présente régulièrement, mais sur les effectifs, la répartition des effectifs par mode de production dans les principaux pays européens. Et on voit effectivement que la poursuite de la transition vers la fin de la cage continue, et certains pays, on verra tout à l'heure, mais certains pays au niveau européen qui étaient encore il y a quelques années à 3/4 de production en cage sont plutôt à 2/3 aujourd'hui, donc on voit que ça se poursuit. Alors à savoir, est-ce que c'est exactement les mêmes pourcentages? Il faudrait regarder les chiffres vraiment les uns à côté des autres pour le vérifier, mais en tout cas, on sent qu'avec l'inflation qui a baissé un peu partout, la transition peut reprendre plus naturellement, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut prévoir de repartir sur un développement des ventes sur le bio au vu des écarts de prix qui diminuent par rapport à la cage? C'est effectivement ce qu'il va falloir mesurer dans le futur, mais effectivement, là sur le bio, on le voyait, hein, dans les premiers chiffres de 2025, on voit effectivement qu'il y a un redémarrage des volumes en bio, alors que le Webeco précédent, on était juste à zéro, on va dire, et tous les Webeco, donc les semestres précédents, on était avec le bio qui était vers la gauche, c'est-à-dire avec une baisse des volumes. Donc là, on voit qu'il y a un redémarrage, et puis ce que je disais, là, c'est plus des informations qu'on a en direct avec certains opérateurs qui disent, là, on est de nouveau obligé d'aller essayer de prospecter pour avoir des éleveurs en bio, alors qu'il y a quand même vraiment pas très longtemps, c'était tout l'inverse qui était en train de se produire, puisqu'il fallait surtout plus d'éleveurs en bio, et il fallait plutôt essayer d'en convertir un maximum. Donc on voit qu'on est déjà en train de se retourner. Alors après, faut rester prudent, et puis il faut voir dans le futur si ça va vraiment se traduire et continuer à progresser. On n'aura peut-être pas les progressions qu'on a connues par le passé, mais en tout cas, on sent qu'il y a un certain redémarrage sur cette consommation bio. Et effectivement, le différentiel qui est moindre, et le consommateur qui a peut-être un peu moins de difficultés de pouvoir d'achat que ce qu'il a eu ces quelques années, entre 2022 et aujourd'hui, fait que ça peut effectivement redonner quelques parts de marché à la bio, quoi. Mais peut-être pas au niveau que ce qu'on avait connu avant quand même, quoi. OK. Et est-ce que les enseignes sont restées sur leurs engagements initiaux ou bien l'inflation a influencé leur engagement?
Ça, ils l'ont cité, donc c'est assez facile à dire, effectivement, que par rapport aux engagements, il y en a pas mal qui avaient quand même, qui s'étaient engagés pour. Là, normalement, ils auraient déjà dû sortir complètement de la cage par rapport aux dates qu'ils avaient prises au départ, les dates d'engagement qu'ils avaient prises au départ. Donc, clairement, ça a décalé. Ça a décalé la transition. Et j'ai envie de dire, même au niveau. Les ONG qui demandent la sortie des cages, etc. Enfin, tout le monde était bien conscient que le contexte était quand même un peu particulier d'inflation et expliquer ce décalage de ce qui était estimé. Et puis après, il faut quand même aussi que les éleveurs puissent faire leur conversion, c'est-à-dire qu'il faut aussi quand même que les chantiers puissent se mettre en place. Et donc, il y a eu tout ce questionnement, et il y a des enquêtes aussi d'ailleurs qui sont faites par l'Italie pour le CNPO, l'interprofession des œufs, pour essayer de suivre justement cette évolution. Là, c'est le nombre d'éleveurs encore en cage aujourd'hui qui vont se convertir dans les années à venir, combien, sous quelle forme, sous quel pas de temps, etc. Donc, ça se poursuit, mais effectivement, il y a eu un petit décalage dans le temps, quoi. Ok, super. Eh bien, pour l'instant, il n'y a plus de questions. N'hésitez pas à aller regarder le chat. Mohamed a rajouté des compléments d'information. Et puis, si ça te va, sinon, je pense que tu peux continuer. Merci à lui. Maintenant, on va donc passer au marché français des œufs et des ovoproduits. Donc là, on vous a remis un graphe qu'on présente à chaque fois là, sur la production mensuelle d'œufs et les projections sur la fin de l'année 2025. Donc 2025, en très plein, c'est la réalité de ce qui s'est passé dans les mois précédents dans lesquels on a les données. Et à partir des pointillés, c'est les projections, les estimations pour la fin d'année 2025. Donc on est sur une hausse relativement modérée sur les 7 mois de 2025 et qui devrait se poursuivre sur la fin d'année. Par rapport aux années précédentes, on voit notamment en orange, là c'était les années 2019-2021, on est plutôt en progrès, mais pour rappel, il y avait quand même eu les années entre 2022-2023, quand il y a eu les cas d'IHP qui ont quand même pas mal impacté la filière, une difficulté un peu à redémarrer. Sur le tableau de droite, je ne vais pas préciser tous les chiffres, mais un chiffre qui paraît quand même important, c'est que sur l'auto-approvisionnement, donc c'est-à-dire la production sur la consommation, on était presque revenu à 100% en 2024, et là, les dernières estimations nous feraient redescendre, parce qu'en fait, vu la consommation très dynamique et les besoins, donc ce qu'on a traduit par le terme utilisation, c'est-à-dire toute la consommation, tous les besoins en œufs nationaux, sont records. Et donc, la production a du mal à s'aligner sur notre consommation d'un point de vue global. Et donc, qui pourrait dégrader légèrement notre taux d'auto-approvisionnement. Donc, il y a vraiment un besoin d'avoir des nouveaux producteurs et de la nouvelle production pour subvenir aux besoins de notre consommation. Alors, sur les mises en place, donc c'est un indicateur qu'on regarde qui est intéressant pour voir justement comment on peut imaginer la production dans les mois à venir. Alors, il y a plusieurs choses à analyser sur ce type de graphe. Donc là, c'est le cumul mobile sur 13 mois des mises en place des poulettes d'un jour. Et on voit qu'il a plutôt tendance à baisser dans le temps, avec des effets, en fait, au départ, des abattages anticipés, IHP et salmonelle. Et puis là, ce qui se produit depuis déjà quelques années, c'est qu'on a de plus en plus des allongements des durées des lots, qui fait qu'on a moins besoin de renouveler les poulettes que par le passé, puisqu'on va garder nos lots de plusieurs semaines de plus qu'avant. Et donc là, en juillet 2025, le cumul des 13 derniers mois jusqu'à juillet 2025, c'est plus 1,8%. Donc là, il y a un petit redémarrage, on va dire, sur les 13 derniers mois. Voilà sur ce graphe. Là, on va regarder donc du coup les évolutions en import et export au niveau français. On regardera dans un deuxième temps, dans l'autre séquence, au niveau européen. Donc au niveau français, là, on est sur les œufs coquilles. On a à la fois une hausse des imports et une baisse des exports. Alors notamment, on l'a dit, il y a une certaine tension quand même, un besoin, une disponibilité qui peut être limitée en œufs. Donc forcément, ça va tirer sur le marché français, et donc on va essayer d'importer et de moins exporter pour subvenir aux besoins de la population. Sur les 7 premiers mois, sur la partie importation, on a plus 12,3% et moins 9% sur la partie exportation, sur les œufs coquilles. Et par rapport aux pays depuis lesquels on va importer, donc c'est toujours un peu les mêmes pays qu'on va retrouver, l'Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Pologne, Belgique, donc vraiment des pays voisins d'autres pays voisins de chez nous,
États membres de l'Union européenne. Et dans les exportations, là, ça va être aussi sur des pays voisins, globalement, Pays-Bas, Belgique, Allemagne. Donc, c'est surtout des échanges qu'on peut avoir avec les membres de l'Union européenne. Et assez peu un apport en export avec des pays tiers, en tout cas directement fléchables. Sur les ovoproduits, c'est un peu différent, puisque sur les ovoproduits, c'est des produits qui vont voyager plus que les œufs coquilles. Donc, on peut avoir des échanges plus forts avec d'autres zones du monde. Donc, à gauche, vous avez les importations d'ovoproduits, à droite, les exportations. Sur les importations françaises d'ovoproduits, ça va être aussi depuis un peu les mêmes pays qu'on a vu tout à l'heure par rapport aux importations d'œufs coquilles, donc l'Espagne, le Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne. Là, il y a l'Italie aussi qui est assez importante, avec des acteurs importants sur ce secteur-là. Et sur les exportations, on va retrouver aussi des pays de l'Union européenne, mais là, vous voyez que la proportion vers les pays tiers est plus importante, puisque c'est effectivement des produits qu'on va envoyer à d'autres zones du monde par rapport aux œufs coquilles qui voyagent quand même beaucoup moins bien. Alors, globalement, tout ça, cette tension un peu, cette disponibilité un peu insuffisante, fait qu'on a un sol commercial sur la filière œuf qui se détériore, donc impacté par les importations records sur les œufs coquilles, donc de 10 000 tonnes équivalent œufs coquilles, soit un déficit record au global. Donc, vous avez le solde en noir sur le graphe de gauche. Donc, vous voyez par rapport à la ligne du zéro, donc quand on est au-dessus, c'est-à-dire qu'on a un solde positif, donc on exporte plus que ce qu'on importe. Quand il est en dessous, ça veut dire qu'on a un déficit et qu'on est obligé d'importer plus que ce qu'on exporte. Et donc, on voit que ces dernières années, il a plutôt eu tendance à se dégrader. Alors, il s'était dégradé dans les années 2022, etc., suite aux épisodes de grippe aviaire, hein, mais on était revenu au-dessus de zéro, et puis là, depuis, on redégrade. Et ça s'illustre, on va dire, encore plus fortement dans les importations de coquilles sur le graphe de droite, où on voit qu'on atteint un niveau record par rapport, là c'est jusqu'à janvier 2013, donc sur plus de 10 ans, on voit les évolutions et on voit que là on a un niveau assez record, quoi. Alors si on regarde cette tension, comment elle s'exprime au niveau des prix, donc là on regarde les cotations TNO publiées par le journal Les Marchés. Et donc, à gauche, vous avez la TNO calibrée sur les calibres moyens et gros, et à droite, la TNO industrie, donc plutôt pour la partie ovoproduits. Et donc, vous avez en noir la courbe de 2025 par rapport aux courbes des années précédentes qui sont en gris et rouge, là. Et donc, vous pouvez voir que, effectivement, la courbe noire, notamment sur la TNO calibrée, il y a un niveau assez important. Et en TNO industrie, les courbes ont pu se croiser à un moment donné là dans l'année, mais actuellement, elle est bien aussi bien supérieure à celle des années 2023-2024. Donc, on a bien une traduction dans les prix de ce manque d'œufs qu'on va retrouver au niveau français. Si on regarde maintenant sur la production, donc sur la répartition des effectifs de poules pondeuses en France, donc tout à l'heure, on a vu sur la consommation ce que ça donnait, on voit comment ça peut se traduire au niveau de la production. Bon, alors déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que le plein air, c'est le premier mode de production en France, hein. En 11 ans, le poids de la cage, il a été divisé par 2. Donc, la cage, c'est ce que vous avez en couleur taupe, là, tout en haut du graphique. Et ce qu'on peut voir aussi, si on regarde plus dans le détail, c'est donc là, c'est des données issues de la BD avicole, hein. Ce qu'on peut voir, c'est sur la partie 2023, 24, 25, on voit que la progression de la cage, elle a connu un petit stop. En 2024 notamment, on a un petit décroché, donc l'escalier s'est arrêté, et donc ça s'illustre parce qu'on disait tout à l'heure avec quand même une telle demande que finalement le mode cage a résisté plus que ce qui était attendu du fait de ce contexte économique. Ce qu'on disait aussi tout à l'heure, on le retrouve aussi dans les capacités de production là, sur le sol. Le sol, donc c'est la partie en jaune, qui était très peu développée jusque dans les années 2018-19. Et puis qui là, sur ces dernières années, remplace les parts de marché, les parts de production laissées par la cage. Le bio a été à un moment beaucoup plus fort aussi, pareil, hein, lié aussi à ce qu'on a vu tout à l'heure sur la consommation. Et là, il a rediminué, mais entre 24 et 25, on voit qu'il y a une certaine stabilité sur la production. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a quelques questions déjà. Alors, je me permets de répondre rapidement à une première. Si c'est prévu qu'on envoie la présentation, oui, tout sera envoyé normalement, si je ne dis pas de bêtises.
Donc une première question, est-ce qu'on connaît le temps de présence moyen des lots en élevage actuellement et l'évolution par rapport à il y a 4-5 ans? Oui, alors, je veux pas pour pas dire de bêtises, ce que je vous encourage, c'est aller regarder les PTCP que produit l'Italie, donc les performances techniques et coûts de production, où vous allez avoir, la durée moyenne des lots. Alors après, il y a des différences notables, hein, entre les souches brunes et les souches blanches. Avec des souches blanches, on va, aller au-dessus des 100 semaines qu'on n'aura pas forcément, sur les souches brunes. On le voit aussi, hein, parce que c'est nous qui produisons les barèmes d'indemnisation pour les HP et on a dû remonter les barèmes parce qu'il n'y avait plus de barèmes pour justement des lots plus âgés. Euh, donc on s'approche de plus en plus, on va dire on était à 70, on monte à 80, 90 et pour les blanches on peut même monter jusqu'à 100, etc. Mais la moyenne, alors sauf si Mohamed l'a sous le coude, on peut redonner les données des PTCP, on peut vous dire précisément ce qu'il en est sur l'évolution. Et puis c'est aussi quelque chose qu'on regarde d'année en année, donc on peut aussi regarder les pourcentages, comment ça a évolué sur la durée moyenne d'un lot sur ces dernières années. Super. Est-ce qu'on a une lecture des volumes importés et exportés par code de production? Alors là, nous, c'est vrai que dans les présentations, c'est tout globalisé. Alors pareil, je ne sais pas si Mohamed a des éléments là-dessus. Là, nous, quand on regarde de façon assez globale. Alors c'est vrai que le fait maintenant d'avoir des modes de production différents, il peut y avoir sur certains modes, des fois une tension plus forte, qui fait qu'on va aller rechercher, par exemple, si on n'a plus assez, par exemple, de plein air en France, eh ben ça peut être potentiellement cela qu'on va rechercher dans d'autres pays. Mais alors du coup, tous les pays ne font pas du plein air, donc ça va être ciblé sur certains pays. Là, quand on est des pays comme les importations depuis l'Espagne, par exemple, ou autre, ça va être plutôt façon de la cage, parce qu'on le verra tout à l'heure, mais l'Espagne est quand même très majoritairement en élevage cage. Mais après, il peut y avoir effectivement certains modes, des fois, qui peuvent être un peu en tension. Ouais, j'imagine que ça avait été le cas là avec les œufs bio, tu disais, probablement, quand Ouais, on ouais, bah là, l'éjaculation. tout à fait. Sur certains modes, des fois, il peut y avoir une pénurie. Alors après, ça dépend. Je disais, certains pays, on va plutôt se tourner sur certains pays qui vont faire plus de plein air. D'autres pays, si on veut juste des œufs, on va dire de cage, bah là, on va plutôt se tourner vers les pays Pologne, Portugal, Espagne, les pays du sud ou de l'est de l'Europe. Et puis par contre, sur d'autres pays plutôt du nord de l'Europe, ça peut être si on recherche plutôt des modes de production, je le disais, plein air ou même sol, hein, qui sont beaucoup plus présents dans d'autres pays. Ouais. Alors, je suis pas sûre de comprendre la question, mais c'est peut-être moi qui la lis mal. La progression importante d'import des œufs coquilles des Pays-Bas concerne des œufs des Pays-Bas? Oui, alors, oui, si je pense comprendre la question d'Anne-Cécile. En fait, effectivement, sur les Pays-Bas, et on le sait parce que c'est un pays qui fait beaucoup d'imports et exports, donc est-ce que c'est vraiment de l'exportation de produits hollandais ou est-ce que c'est du réexport vers d'autres pays? Alors effectivement, le pourcentage est très important, mais parce qu'on était sur les 7 mois 2024 sur un petit volume, donc c'est ce qui explique cette forte variation. Et effectivement, on le verra tout à l'heure, mais on sait qu'il y a pas mal de pays européens qui ont importé depuis des pays tiers. Et donc, on sait qu'il y a pas mal de réexports qui peuvent se faire. Donc, alors là, savoir le pourcentage à l'intérieur de import et export, je ne saurais pas vous le dire. Je ne sais pas si Mohamed aussi peut préciser s'il a les éléments. Mais effectivement, c'est un pays de commerce et donc il est fort probable qu'il y ait aussi du réexport sur la partie œuf. Et peut-être, on verra tout à l'heure, depuis notamment l'Ukraine. OK. Est-ce que tu as l'effectif total de poules pondeuses en janvier 2025 ou est-ce que c'est aussi une mission pour Mohamed? Mission aussi pour Mohamed, parce que pareil, j'ai pas le chiffre en tête précisément. Ouais. Donc on a dans notre fichier Excel, donc s'il a le temps d'aller le regarder, il pourra nous donner le chiffre. Alors après, là, nous, c'est vrai que sur la BD avicole, hein, on regarde à l'instant T, les effectifs à l'instant T. Après, ça ne veut pas forcément dire les capacités de production, puisqu'il peut y avoir le temps qu'il y ait des vides sanitaires entre deux lots. Voilà, donc il faut un peu le chiffre, il faut faire attention. On est sur des effectifs qui sont tout le temps en évolution, hein, sur la pondeuse. C'est pour ça qu'on regarde toujours au même instant chaque année pour pouvoir regarder les évolutions. Ouais. Tuc, tuc, tuc. Le chiffre sur les effectifs cage à janvier 2025 est le même que celui publié par la CNPO en avril. J'imagine que c'est qu'il faut vérifier aussi. Oui, oui, je pense que c'est parce que c'est le même chiffre qui est utilisé. De toute façon, les données du CNPO enfin là, c'est la même source, puisque c'est la BD avicole. Donc, effectivement, ce sont les mêmes données, quoi.
Ouais, c'était 24,9% ce qui avait été publié. Mmh. Pour la partie ovoproduits, les importations sont en œufs cassés pour la production ou en ovoproduits bruts? En fait, sur les ovoproduits, toutes les unités là, c'est en tonnes équivalent œuf coquille. Donc, bah, c'est tout est ramené à l'équivalent d'un œuf coquille. Je ne sais pas si c'est bien ça que demande la question. Et donc, on n'est pas en kilos de produits, d'ovoproduits, mais on est bien en équivalent œuf coquille. Et c'est ce qu'on présente sur tous nos graphes, tout est en tonnes équivalent œuf coquille sur ces graphes-là. Mmh. C'est la même chose que les tonnes équivalent carcasse, par exemple, en viande, qui permet d'avoir un indicateur qui soit le même. Et comme ça nous permet de pouvoir cumuler des ovoproduits et des œufs coquilles, puisqu'on parle bien de choses équivalentes. On ne va pas mélanger des kilos d'ovoproduits avec des œufs coquilles, quoi. Ça n'aurait pas trop de sens. Mmh. Je ne sais pas si c'était bien ça la question, mais voilà en tout cas comment on fonctionne. Alors si c'était pas ça la question, n'hésitez pas à la reposer, dans le chat. Donc Mohamed a commencé à répondre, à chercher des chiffres, il doit être en train de s'activer. On a une autre question, la part de poules en cage a augmenté entre 2023 et 2024, alors que la production totale d'œufs a également augmenté entre ces 2 dates. Ça voudrait dire que la production totale de cages a augmenté entre 2023 et 2024. Comment est-ce possible alors qu'on ne peut pas créer de nouveaux élevages cages, selon la loi Alors, Egalim? ouais, alors en fait, attention, il y a plusieurs choses à prendre en compte là dans cette question, il y a plusieurs réponses. Effectivement, il est interdit maintenant en France de créer des nouveaux élevages cages, donc ça c'est une réalité, c'est une interdiction réglementaire. Par contre, les élevages cages, et d'ailleurs tous les élevages, ne sont pas forcément tous en production en même temps ou ne couvrent pas forcément 100% de leur capacité de production. Donc, il peut y avoir des élevages cages qui sont entre de l'eau. Il peut y avoir des élevages cages qui ne sont pas forcément remplis. Enfin, il peut y avoir plein de conditions. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on a les capacités de production qu'elles sont toutes saturées sur tous les codes, hein, à un moment donné, parce qu'entre les vides sanitaires, entre le fait qu'on ne remplit pas forcément tous les bâtiments, il peut y avoir des décalages. Il peut y avoir des décalages des fois aussi parce qu'on ne peut pas remplir les bâtiments parce qu'on n'a pas suffisamment de poulettes, hein, ce qui a été le cas quand il y a eu l'IHP. Donc, les chiffres, enfin voilà, il faut faire attention parce que c'est pas parce qu'on a les capacités qu'on va forcément les saturer. Là, sur la cage, ce qui a pu se passer effectivement, c'est que les élevages cages, notamment ceux qui avaient hésité à justement se convertir, parce qu'une fois effectivement quand la conversion est faite, on ne peut pas revenir en arrière puisqu'on n'a pas le droit de créer de nouveaux élevages cages. Donc en fait, il y en a plusieurs qui ont pensé basculer vers d'autres codes et qui finalement sont restés en cage plus longtemps. Et comme il y a eu beaucoup de demandes sur la cage, ça a pu rester, ça a pu rester dynamique. Pareil aussi, un autre facteur qui peut venir un peu gommer, on va dire, les chiffres les uns par rapport aux autres, c'est qu'en élevage, on l'a dit tout à l'heure, on va avoir tendance à allonger les lots. Et donc, ça va venir aussi perturber notre capacité de production, puisque si on garde les lots plus longtemps, le temps de vide sanitaire sur une année donnée va être réduit si tous les lots sont plus longs. Et en cage, on sait c'est notamment sur ce mode de production qu'on peut avoir des durées de l'eau notamment beaucoup plus longues, puisque les animaux, on va dire, vieillissent mieux, et donc on peut les garder plus longtemps. OK. Et alors, on a une dernière question pour l'instant. Est-ce que bon, ce sera peut-être pour Mohamed aussi. Est-ce qu'on a le nombre de poulettes mises en place cette année versus 2024? Oui, donc c'est effectivement des chiffres qu'on regarde. Là, on avait mis là, vous avez l'évolution mois par mois, donc avec 2024-2025. Mais si on veut avoir le chiffre, là, je pense que la question, c'est le chiffre global de poulettes sur les 7 premiers mois de 2025 par rapport aux 7 mêmes mois de 2024. J'imagine que c'est ça la question. Là, il faut que Mohamed fasse le petit calcul s'il arrive à le faire. Super. Je vois que quelqu'un est en train d'écrire, c'est peut-être Mohamed, mais moi, j'avais juste une dernière question. Juste repréciser ce que c'est que les cotations TNO? Alors, les cotations TNO, donc en France, il n'y a pas de cotation officielle. On l'avait dit en volaille de chair, il n'y en a pas non plus en œuf. Et en fait, la particularité en œuf, c'est qu'il y a le journal Les Marchés, donc un journal voilà, que tout le monde peut se regarder, qui publie en fait ils appellent en fait les opérateurs. Donc c'est sur un petit volume d'échange, hein, parce que
en fait, il n'y a pas énormément d'échanges sur les œufs. Donc, mais en tout cas, sur les acteurs qui vont échanger des œufs, et ben, ils font en fait une enquête pour avoir les chiffres, pour savoir à quel niveau ça a pu s'échanger. Et donc, sur 2 familles de produits, la TNO calibrée d'un côté et la TNO industrie, donc avec des types de débouchés différents, et qui permet d'avoir, donc c'est une cotation officieuse, mais qui est quand même très suivie par les acteurs des œufs, sachant qu'effectivement, comme il n'y a pas grand-chose d'autre, et ben, ça permet d'avoir au moins des repères. Super. Et ben, je ne vois plus de questions pour l'instant dans le chat, donc je pense qu'on va pouvoir continuer. Puis n'hésitez pas s'il y en a d'autres qui vous viennent. Alors, je vais poursuivre du coup sur le marché européen des œufs et des ovoproduits. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la mise en place des poulettes d'un jour en France. Donc là, c'est la mise en place des poulettes d'un jour en Union européenne. Donc là, en 2025, après des années un peu c'était un petit peu plus compliqué, on voit qu'on a eu un peu un redémarrage. Globalement, on est en augmentation de 5,1% sur les 6 premiers mois de 2025. En production d'œufs, en 2024 par rapport à 2023, on avait une légère baisse. La prévision, donc là, sur l'année 2025, en s'appuyant sur les différents indicateurs et notamment celui présenté à l'écran, on est plutôt vers une reprise de la production avec une forte croissance attendue côté Pologne et plutôt des baisses attendues en Espagne et aux Pays-Bas, avec aussi, pour rappel, aussi aux Pays-Bas, une nécessité au niveau du pays de réduire le nombre d'élevages globalement. Et donc, on a des baisses, pas que en pondeuse, mais un peu dans l'ensemble des productions animales, pour respecter notamment des directives nitrates européennes. Il y a une forte décélération, une forte décroissance même du nombre d'élevages dans ce pays. Alors, sur l'origine Ukraine, on en a parlé tout à l'heure. Donc, en fait, quand on regarde les statistiques françaises, il y a très, très peu d'origine Ukraine directe. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retrouver des œufs ukrainiens en France. On l'a bien entendu ces derniers temps dans les médias, parce que ça a été extrêmement relayé, avec en plus des problématiques sanitaires sur ces œufs-là. Mais globalement, du coup, si on veut regarder les importations au niveau européen depuis les pays tiers, il faut regarder sur l'ensemble du périmètre du marché unique. Donc là, vous avez sur les œufs coquilles, les importations sur les œufs coquilles sur les 6 premiers mois de 2025 par rapport au même mois des années 2023-24. L'Ukraine, c'est l'histogramme qui est en jaune sur le graphique. Et on peut voir que cet histogramme jaune ne cesse de progresser. Et donc l'Ukraine, alors ça fait déjà plusieurs années, puisque vous voyez, en 2023, c'était déjà, en gros, presque depuis 2022, c'est déjà le cas. L'Ukraine est devenue de très loin le premier pays exportateur d'œufs coquilles vers l'Union européenne. C'est moins marqué en nouveaux produits et conforte sa place. Donc, x4 en 2 ans. Et maintenant, il y a 10 fois plus d'importations d'œufs d'origine Ukraine que le deuxième pays depuis lequel on importe actuellement. Je disais, sur les ovoproduits, on a aussi l'Ukraine qui est la première, qui est le leader aussi des exports d'œufs sous forme d'ovoproduits vers l'Union européenne, mais avec néanmoins quand même des proportions par rapport à ses compétiteurs moins importants, puisque là, vous voyez, vous avez le Royaume-Uni qui est le deuxième pays et qui est pas si loin derrière l'Ukraine, et la progression aussi de l'Ukraine. Je remets juste la diapo d'avant, on était à plus 61% entre les 6 premiers mois de 2025 par rapport au même mois de 2024, alors que sur les ovoproduits, on est à 2%. Pourquoi? C'est aussi parce que l'Ukraine, c'est un pays quand même voisin de l'Union européenne. On a dit tout à l'heure que les œufs coquilles voyageaient mal, mais ils peuvent voyager sur les pays voisins. Et donc l'Ukraine, c'est aussi son avantage stratégique en termes de positionnement géographique, d'être aux portes de l'Union européenne et de pouvoir exporter aussi ce type de produit vers l'Union européenne. Ah oui, on n'a pas mis de séquence questions. Donc là, je continue, on va sortir un peu sur d'autres sujets, puis on fera une séance questions pour l'ensemble. On a fait tout un point spécifique sur les sujets un peu du moment, notamment autour des enjeux sociétaux ou des enjeux sanitaires, sur l'IHP d'un côté et puis sur la cage et l'ovosexage de l'autre. Donc déjà, sur l'IHP, on a un contexte là qui est un petit peu en train de se tendre au niveau français. Il y avait quelques cas en faune sauvage en septembre, en Bretagne, en Vendée, en Charente-Maritime.
Il y a eu un premier cas en élevage de gibier dans le Pas-de-Calais le 10 octobre, un deuxième cas le 14 octobre, donc c'est vraiment ces tout derniers jours, hein, en Seine-Maritime. Et puis là, il y a eu 3 nouveaux cas le 15 octobre, donc avant-hier. Et là, dans les zones Vendée, Loire-Atlantique, donc les zones où potentiellement il y a aussi pas mal d'élevage. Donc il n'y a pas encore d'affolement à ce stade, mais c'est vraiment un grand point de vigilance. Et puis d'ailleurs, la France est passée du coup en risque, elle était en risque négligeable, elle est passée en risque modéré, donc avant-hier, le 15 octobre. Donc gros point de vigilance sur ce sujet IAHP. À savoir aussi que dans d'autres pays de l'Union européenne, il y a aussi pas mal de cas. Donc il y a des cas un peu quand même qui apparaissent un peu partout. Il y a eu des cas en Espagne, il y a eu des cas en Pologne, au Royaume-Uni. Donc voilà, je laisserai après Justine si tu veux compléter, parce que c'est un peu ta spécialité, tu pourras le faire. Et en Espagne, il y a eu aussi pas mal d'ailleurs de cas dans des élevages de poules pondeuses, avec 865 000 animaux abattus dans les élevages de poules pondeuses. Donc ça, c'est sur l'aspect les cas présents. À droite, c'est sur l'aspect vaccination. Donc pour rappel, en France, donc il y a un programme de vaccination au niveau national qui était un peu une première au niveau mondial. Il y a d'autres pays qui réfléchissent d'ailleurs à s'inspirer un peu du modèle français qui semble avoir fait ses preuves, mais là encore, on reste quand même très prudent par rapport à la situation actuelle. Sur la prise en charge de ces campagnes de vaccination, donc l'État, sa part relative a baissé plusieurs fois, et donc là, on est à 40% de prise en charge par l'État. Et l'État aussi, autre fait notable, ne va plus acheter lui-même les vaccins. Donc ça sera la filière qui devra le faire via les vétérinaires. Et donc on finit les stocks qui ont déjà été achetés, donc il reste des stocks en cours. Donc ces stocks-là, une fois qu'ils seront finis, ça sera à la filière de s'occuper des achats de vaccins. Le grand questionnement pour la filière aussi, c'est de réussir à maintenir ces 40% de prise en charge par l'État, qui ne sont pas du tout garantis, il n'y a pas du tout de garantie à ce niveau-là. En tout cas, c'est ce que la filière souhaite défendre, et déjà s'assurer d'ailleurs pour la campagne en cours que l'État respecte sa part du contrat et respecte ses 40%. Sachant qu'il y a, au-delà des vaccins, bien sûr, il y a tout le dispositif autour, notamment de suivi des échantillons à faire, etc., qui est aussi une grosse partie du coût de la campagne de vaccination. À noter aussi, c'est qu'il y a un sénateur socialiste de Dordogne, Serge Mérillou, qui a déposé une proposition de loi sur la santé animale, dans laquelle il y a plusieurs volets, et notamment il souhaite élargir les compétences du FMSE. Le FMSE, pour rappel, c'est un fonds professionnel qui vient souvent couvrir certains aspects qui ne sont pas pris en charge par l'État, certains trous dans la raquette, on va dire ça comme ça, et qui a pu être très utile dans les cas IAHP, par exemple pour des élevages qui étaient qui étaient en zone indemne, mais qui n'avaient plus de poulettes parce que les poulettes venaient de zones contaminées, et qui se retrouvaient quand même avec un manque de production. Le FMSE a pu venir en appui sur ce type de situation un peu particulière. Et donc, voilà, il souhaite élargir le champ de ce FMSE. Et puis, il souhaite aussi revenir à une prise en charge par l'État de 70%, comme c'était le cas avant, des campagnes de vaccination IAHP. Donc, ça reste une proposition de loi, donc à suivre. Pour l'instant, il n'y a aucune décision qui ont été faites à ce stade. Alors, sur la transition hors cage, on en parlait déjà un peu tout à l'heure. Là, c'est des données qu'on regarde aussi régulièrement pour ceux qui sont habitués des WebEco. On aime bien présenter ce graphe mis à jour chaque année pour suivre un peu justement, notamment la transition vers la fin de la cage de nos voisins européens. Pour rappel, la France est le premier pays producteur en Europe d'œufs plein air, le premier pays producteur d'œufs bio également, et du coup le premier cheptel de poules pondeuses qui sortent à l'extérieur aussi, en Europe. Le troisième producteur d'œufs cage, donc la cage reste quand même important en France, parce que déjà on est le premier pays producteur, j'aurais peut-être pu commencer par là, tout confondu, donc forcément ça impacte aussi sur les différents modes de production. Et puis le quatrième producteur d'œufs sol. Donc il y a eu 14 millions de places converties en 5 ans. Donc sur la transition, la France fait plutôt figure de bon élève par rapport à ses voisins européens. Il y a néanmoins des pays, on le voit sur le graphe, qui ont, on va dire, converti encore plus d'élevage dans des systèmes alternatifs. L'Allemagne n'est plus qu'à 4% de cages et les Pays-Bas sont à 15%. Et alors que, par contre, d'autres pays, donc plutôt là du sud ou de l'est de l'Europe, l'Espagne, Portugal, Pologne, donc je l'ai cité tout à l'heure, sont plutôt maintenant à 2/3 de cages. Alors ça peut paraître encore beaucoup, c'est encore beaucoup, mais
la transition se fait aussi, si on regarde à quelques WebEco avant, on était plutôt, il y a peut-être encore 4-5 ans, on devait être, même peut-être 3-4 ans, on devait être encore à 75%. Donc la conversion se fait, et dans ces pays-là, elle se fait surtout vers le sol, alors que nous, la particularité vraiment, et on le voit là sur la partie rouge du graphe, sur la partie plein air, l'Allemagne a aussi pas mal de plein air, mais nous, on a quand même 38% de plein air, ce qui est énorme par rapport à nos voisins européens. Il n'y a pas de pays qui ont le même pourcentage de poules qui sortent à l'extérieur. Et donc, toute cette question sur la transition de la cage vont se reposer pleinement. On en avait déjà parlé de façon plus ou moins détaillée selon le contexte du moment, mais il y a eu une initiative citoyenne européenne, End the Cage Age, qui avait été portée par des ONG de protection animale en Europe. Et donc, il y avait eu un certain nombre de signataires, de citoyens européens qui avaient signé cette pétition. Et du coup, dans ces initiatives citoyennes européennes, la Commission européenne doit faire une proposition de loi pour intégrer la demande qui est faite, qui après doit être bien sûr votée par le Parlement européen, etc. Mais donc devait faire une proposition de loi. Il n'y a pas eu de proposition dans les temps, et après il y a eu aussi les élections européennes. D'ailleurs, les ONG ont attaqué aussi sur le fait qu'il n'y avait pas de suivi par rapport à ce qui aurait dû être fait par la Commission. Et là, ça y est, tout ce chantier en fait de consultation au niveau européen est reparti. Donc là, on est dans la phase de consultation. Et la Commission européenne a fait un document de travail, qui reste un document de travail à ce stade, mais qui dit un peu les sujets sur lesquels il va falloir travailler. Et dans les 4 options, il y en a 2 qui concernent pleinement les poules pondeuses. La première, c'est justement sur la suppression progressive des cages. Et donc, ce qui est noté, je vais vous le lire en tant que tel, c'est fixer des périodes de transition appropriées pour la suppression progressive des cages, donc pour toute l'Union européenne, ainsi que des exigences techniques pour les systèmes sans cage. Les secteurs susceptibles d'être pris en considération lors des consultations de l'analyse d'impact sont ceux des poules pondeuses. Il y a aussi d'autres espèces qui sont considérées, mais les poules pondeuses sont les premières citées. Donc, ça concerne pleinement cette filière. Et donc, ça veut dire que dans les chantiers de consultation sur le bien-être animal de façon globale, la poule pondeuse va être particulièrement concernée. Autre point, un peu d'actualité sur les enjeux sociétaux et sur le bien-être animal, c'est sur l'ovosexage, qui a fait pas mal de débats dans la filière. Donc, pour rappel, en France, c'est en application depuis le 1er janvier 2023. Donc, c'est le 2e pays après l'Allemagne qui était un an avant le 1er janvier 2022. Il y a un décret donc, en 2022 qui interdit la mise à mort des poussins mâles. Pour rappel, c'est ça qui est mis dans la loi. Et par contre, c'est un accord interprofessionnel étendu qui se charge de la prise en compte du coût de l'ovosexage. Donc, l'ovosexage étant en France la réponse à la fin de l'élimination des poussins mâles. Et comment ça fonctionne jusqu'alors, là, pour l'instant? Donc, c'est le CNPO qui collecte, alors via les centres de conditionnement, une taxe de 31 centimes maintenant, les 100 œufs. Donc, elle a été à plusieurs niveaux. Elle est actuellement, depuis le 1er septembre, c'est la 3e révision, à 31 centimes les 100 œufs. Auprès des distributeurs, et c'est une nouveauté depuis le 1er mars, aussi aux grossistes. En fait, en gros, maintenant, faut comprendre, c'est tout le champ des œufs de catégorie A, les œufs qui sont faits pour être vendus en œufs coquilles. Donc, c'est l'ensemble de tout ce périmètre qui va être concerné, enfin, qui est concerné par les 31 centimes des 100 œufs. Et puis, en fait, avec cet argent collecté, le CNPO reverse, alors c'est pareil, il y a eu plusieurs montants, et là, il a été encore révisé, et c'est fait avec un tiers de confiance qui est France Agrimaire, de déterminer un montant, donc c'est 88 centimes du poussin ovosexé. L'objectif de tout ça, c'était qu'il n'y ait pas de surcoût ovosexage pour les éleveurs, donc c'est pour ça qu'il y a eu tout ce mécanisme complexe qui a été mis en place pour éviter ce surcoût pour les éleveurs, puisque ça peut quand même représenter, vous imaginez, pour les poulettes, ça peut faire un coût substantiel important. Si vous avez 20 000 poulettes, ça vous fait quasiment 20 000 € de plus, donc c'est un coût important. L'élargissement aux grossistes, c'était demandé en fait parce que les distributeurs ne voulaient pas être les seuls à payer pour tout le monde. Donc il y a eu tout cet enjeu d'élargir le champ de la collecte là, de ces 31 centimes. Et pour rappel également, c'est uniquement en France les souches brunes. Et d'ailleurs, les machines d'ovosexage utilisées en France ne fonctionnent que sur les souches brunes. Alors, où on en est actuellement? En fait, il y a un changement qui va s'opérer sur le système actuel qui est en place actuellement. Et donc, au 1er décembre, on va changer complètement le mode de financement de l'ovosexage.
Bon, déjà, pour rappeler quelques éléments de contexte, donc les 2 fédérations de la distribution, que sont la FCD et la FCA, sont sorties de l'interprofession CNPO le 8 juillet 2025. Donc ça change aussi un peu le périmètre de ce débat-là, qui concerne du coup tous les maillons, depuis le distributeur jusqu'aux éleveurs, ou des éleveurs jusqu'aux distributeurs, selon le sens dans lequel on veut prendre la question. Les distributeurs, quand ils ont quitté les 2 fédérations, quand ils ont quitté le CNPO, ils ont dit qu'ils maintenaient leur accord ovosexage, malgré leur départ, jusque normalement l'échéance de septembre 2026. Mais il y avait de toute façon une question primordiale, c'est que l'accord, il était déficitaire, et il était connu comme étant déficitaire avec le passage, alors déjà un peu avant, mais là, depuis le passage aux 31 centimes, on va dire que le déficit s'accentue. Et donc de toute façon, il ne pouvait pas se poursuivre en l'état, puisque il y avait une perte de millions d'euros qui pouvait se cumuler très rapidement. Donc il y a une décision des membres du CNPO, via un accord interprofessionnel dans la nouvelle configuration de l'Interpro, pour qu'à partir du 1er décembre 2025, donc c'est imminent, hein, puisqu'on est déjà mi-octobre, il y a la mise en place et publication d'un nouvel indicateur interprofessionnel coût de production poussin, qui sera donc géré par l'ITAVI, et notamment par Mohamed, que vous avez vu tout à l'heure. Et cet indicateur, en fait, l'objectif de cet indicateur, c'est qu'il pourra être utilisé comme sont utilisés les indicateurs, les indices matières premières ITAVI dans le cadre des Galim. Cet même indicateur poussin pourra être utilisé pour être répercuté depuis l'amont jusqu'à l'aval, en utilisant les règles des Galim 2 pour pouvoir impacter cette hausse de coût de production jusqu'au final, donc jusqu'à l'acheteur au final. Alors ça va quand même un peu faire bouger un peu les choses, et on change un peu la façon d'appréhender cette question du financement de l'ovosexage. Sur l'ovosexage aussi, petit rappel de contextualisation là, d'un point de vue un peu européen, c'est qu'il n'y a toujours pas d'unicité européenne sur cette question-là, mais néanmoins, la fin de l'élimination des poussins mâles se poursuit. Alors, ce n'est pas un pays membre de l'Union européenne, mais il est quand même entouré par des pays de l'Union européenne. Il y a la Suisse, et qui est souvent d'ailleurs la Suisse plutôt très en avance sur les questions BEA, qui met pas mal de choses en place, alors qu'il n'est pas forcément un très grand pays producteur, hein, mais en tout cas qui a pas mal de choses mises en place sur ces questions BEA, et qui, depuis le 1er février 2025, a rejoint la France et l'Allemagne sur le fait d'interdire l'élimination des poussins mâles. Aux Pays-Bas, il y a la réflexion, normalement ça devrait être en 2026, le gouvernement hollandais en fait attend que les professionnels s'emparent du sujet et lui fassent des propositions, et s'il n'y a pas de proposition, là peut-être qu'ils passeront par une loi pour le faire, mais pour l'instant ils préfèrent que le marché le gère lui-même. Et en Italie, la proposition de loi devrait se mettre en place pour 2027. Donc on voit qu'il y a d'autres pays quand même qui sont en train de s'y pencher, ou qui viennent justement d'y basculer. Et tout à l'heure, je vous ai parlé des propositions là qu'est en train de faire la Commission européenne sur le bien-être animal. Je vous ai dit qu'il y avait 4 grands enjeux. Donc il y en avait un sur la fin de la cage, et un autre enjeu spécifique là vraiment pour la filière pondeuse, puisque la cage, vous avez vu, ça concernait d'autres espèces, mais là sur un autre enjeu, c'est mis donc tel quel: éliminer progressivement cette pratique de la mise à mort des poussins mâles d'un jour dans le secteur des poules pondeuses, et prévoir des périodes de transition appropriées, ainsi que d'éventuelles dérogations. Et donc, ça veut dire que ce sujet-là va être clairement mis sur la table. Alors, à voir qu'est-ce qui va sortir au final, sachant que les pays moteurs quand même de l'Union européenne, notamment la France et l'Allemagne, et puis là, on peut imaginer en plus qu'il peut y avoir des autres pays comme Pays-Bas, Italie, qui vont aussi s'y mettre, qui vont pousser pour que l'ensemble des autres pays européens s'y mettent. Donc, pas mal de choses à suivre de ce côté-là. J'ai remis après la phase question. Ok. Donc, à retenir sur les perspectives globales, et puis on va reprendre un dernier temps de questions sur ces derniers sujets. Il y a une dynamique sur la consommation qui reste forte, avec notamment le bio qui retrouve des couleurs. Donc, à voir si ça va se poursuivre, mais donc ça, c'est plutôt des voyants au vert de ce côté-là. La dynamique de production qui est un peu en peine pour suivre le rythme, donc à voir si on arrive à pas trop déraper par rapport à nos besoins. Et l'IHP, donc on était plutôt sur une année calme jusqu'à la semaine dernière au niveau français. Alors là, il n'y a que quelques cas, mais bon, il y en a plusieurs quand même qui sont apparus.
Donc à voir comment ça peut évoluer dans les semaines qui viennent. On verra aussi du coup si entre biosécurité et la vaccination, ça permet de canaliser les quelques cas qui ont lieu. Sur l'Ukraine, malgré la remise des droits de douane, parce qu'on avait dépassé les quotas d'importation sans droit de douane, les imports continuent à se poursuivre. Et en plus, je vous l'ai cité, mais il y a eu aussi ce fait divers là, sur des produits non conformes qui sont arrivés sur le territoire français, qui ont fait quand même qui ont généré pas mal de discussions et qui ont mis en avant cette problématique quand même. Il y a une discussion en cours sur le futur accord de coopération. Donc à voir aussi comment ça va se traduire. Donc là, c'était imminent, ça a été décidé la semaine dernière. Il y a une consultation en cours de la Commission européenne, je l'ai dit, sur le bien-être animal, qui va poser la question sur les questions de la cage et la transition vers la fin de la cage pour les poules pondeuses, avec des propositions, et également donc du coup sur l'ovosexage. Et sur l'ovosexage, pour ce qui concerne la France, donc à retenir la mise en place d'un nouvel indice poussin dès le mois de décembre, et donc fait par l'Italie pour la filière. Voilà, on peut passer à une phase de questions. Merci Simon. Donc on a une première question d'Anne-Cécile Motet qui nous demande si on a une idée du temps d'ici la suppression des cages, toute production confondue. Alors, non, pour l'instant, il n'y a pas encore de choses sur la table. Après, ce qui est sûr, c'est que dans toutes les ce qui est sûr, ce qui se fait généralement dans les propositions de la Commission européenne, c'est qu'il y a quand même une période de transition qui est suffisamment longue pour qu'on va dire les élevages normalement en cours dans ce mode de production aient le temps d'aller jusqu'à la fin de la durée d'amortissement de leur matériel ou de leurs équipements pour pouvoir ensuite changer, quoi. Pour pas que ceux notamment qui qui auraient fait des investissements très importants ces dernières années se retrouvent à être obligés de changer dans un pas de temps court. Ça, c'est un peu quand même la théorie, parce qu'après, il faudra voir dans la pratique comment ça peut se traduire, et ça va dépendre aussi du coup de toutes les propositions et contre-propositions qui vont être faites sur ce schéma. En tout cas, c'est jamais arrivé que ce soit du jour pour le lendemain. On a quand même des pays, pour rappel, on le voyait sur ce graphe-ci, qui sont quand même encore à 2/3 de cage. Donc forcément, ils ne vont pas pouvoir passer du jour au lendemain de 2/3 de cage à plus de cage du tout. Donc forcément, il y aura des délais d'application. Et puis, il y aura sûrement des dérogations, enfin, en tout cas, des mises en application un peu qui peuvent être peut-être un peu différentes pour que la transition puisse se faire, quoi. Sachant qu'on sait bien aussi les conséquences quand même d'un point de vue économique. Alors, normalement, quand il y a des études, je dis bien normalement, ces derniers cas, ça n'a pas toujours été fait, mais normalement, il y a des études d'impact aussi pour voir un peu combien ça coûte, qui prend en charge le surcoût, comment c'est accompagné, etc., pour voir comment on peut, tous ces éleveurs qui sont encore en cage, les accompagner à pouvoir faire la transition, quoi. Qui paye la transition. Ouais. Qui est-ce qui finance sur l'ovosexage la différence entre les 31 et les 4 centimes et les 88 centimes? Pour l'instant, c'est-à-dire que c'est les caisses du CNPO. Enfin, donc il y a comment dire, un budget spécifique sur l'ovosexage dans le CNPO, mais donc ça veut dire qu'effectivement, et là, quand il y a un déficit, s'il y a moins d'entrées que de sorties, le déficit se creuse. Donc c'est le CNPO qui doit gérer ce trou. Ouais, ok. Sur ta diapositive, alors je pense que c'est sur celle qui change au 1er décembre, Anne-Cécile Motet qui nous demande si ça veut dire qu'à partir du 1er décembre, le prélèvement des 31 centimes s'arrête. Oui, alors là, du coup, effectivement, on change complètement de système. Ça dénonce en fait l'accord actuel, en fait, qui aurait pu se poursuivre ou qui aurait dû se poursuivre. Donc là, on passe vraiment sur c'est vraiment tout un autre système. Et on passe à l'indicateur, quoi. Ouais. Et donc, quelqu'un d'autre qui nous demande si la mise en place de l'indice poussin, ça veut bien dire que ce sera à l'éleveur de subir le coût de l'ovosexage. Alors, oui, et en même temps, j'ai envie de dire oui et non. Enfin, oui, parce que c'est lui qui va devoir. C'est là ce qu'au départ, l'accord complexe qui avait été mis en place voulait éviter. Mais l'idée, c'est que l'éleveur, en fait, qui va être en début de chaîne, va pouvoir, via l'indice, le répercuter. Donc, en fait, oui, il va devoir au départ sortir l'argent pour le faire. Mais normalement, il va pouvoir le mettre jusqu'au bout. Alors après, il y a plein de conditions, mais là, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Et puis,
si le CNPO veut, veut en dire plus, il est libre à lui. Mais sur tous les cas un peu de figure particuliers, parce qu'on sait qu'il va y avoir des cas, et notamment on peut penser à l'IHP, on peut penser à la salmonelle, etc. Qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Bon, c'est toutes des choses qu'il va falloir discuter. Mais là, l'idée, c'est vraiment, on passe sur un indicateur type Egalim, c'est ça qu'il faut retenir. Et donc, ça permet, et pour rappel, aussi dans Egalim, c'est la non-négociabilité de l'évolution du prix, ce qui est le cas déjà dans la partie des matières premières. C'est-à-dire que quand l'indice, il augmente, il n'y a pas de négociation sur est-ce qu'on prend ou pas l'augmentation en compte. C'est l'augmentation, elle est traduite de façon automatique jusqu'à l'aval. C'est ça la loi Egalim 2. Donc, si c'est pris dans le compte de ce type de dispositif, alors Egalim, c'est aussi sur la partie distribution, pour l'instant en tout cas. Donc, en tout cas, sur la partie distribution, c'est comme ça que ça va se traduire. Ok. Est-ce que tu sais quand on refera une enquête consommateur sur la part de cage en grande surface? En fait, les données Kantar, on les a au fil de l'eau. Tous les mois, il y a un décalage dans le temps parce qu'entre le temps où la donnée elle est consolidée au niveau Kantar et que nous on peut l'utiliser, on n'a pas les données là du dernier mois. Il faut qu'il y a quelques mois de décalage, mais c'est en fil continu, donc on suit ça toujours pour le prochain WebEco. On aura sur l'année complète 2025 normalement. Ok. Est-ce qu'on a le classement des pays de l'UE par nombre de poules pondeuses France première et puis On les a. Voilà, Mohamed a été plus rapide que moi. parfait. J'allais les dire, mais pas forcément dans le tiercé dans le bon ordre. Donc, au moins là, c'est dans le bon ordre. Donc, Allemagne, Espagne, Italie, Pologne et Pays-Bas. Sachant que pour les quatre premiers, c'est vraiment dans un mouchoir de poche, quoi. C'est-à-dire que même quand en 2022, il y avait une baisse en France du fait de l'IAHP, on était passé de l'autre côté, quoi. Ouais. Ok. Alors là, il n'y a pas de questions encore dans le chat qui viennent, sauf si j'en ai manqué, mais vous avez encore un peu de temps. Moi, j'ai une question. Donc tout ça là, tous ces accords et puis tout ce qui change, ça va rentrer dans l'observatoire Inosis qui s'est construit ou? Excuse-moi, j'ai pas. Enfin, tous ces indicateurs, même l'indice poussin, etc., tout ça, ça va rentrer dans le cadre Oui, de alors après, d'Inosis? oui, dans Inosis, donc le dispositif Inosis, réseau avicole et cunicole, donc le réseau de fermes de référence. Là, quand on prend l'ensemble des charges, on prend effectivement toutes les charges, donc ça peut être les charges poussins. Et donc là, dans ce dispositif, là, on n'est plus sur des indices, on est sur des valeurs réelles chez des éleveurs. Là, on va prendre en compte combien. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que là, on est sur un indice. Donc, c'est un indice, c'est quelque chose de moyenné. Mais après, selon le couvoir, le prix sera différent d'un couvoir à l'autre. Et donc là, chez les éleveurs, chez un éleveur en particulier, parce que si on va regarder ces chiffres, il va avoir un coût qui sera un coût particulier, qui n'aura pas forcément son voisin, qui ne s'approvisionne pas chez le même couvoir, par exemple. Et puis, petit rappel aussi, là, sur les 88 centimes, c'est que c'est le coût... la méthode, c'est le moins 10 ans, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire, mais c'est le coût le moins cher de ce qui existait dans les différents systèmes d'ovosexage qui étaient déterminés par le tiers de confiance qui était France Agrimaire. C'est-à-dire qu'en fait, tous les couvards, normalement, ça ne leur coûtait pas forcément que 88 centimes. C'est le couvard, on va dire, qui avait le coût le plus bas qui était 88 centimes, et les autres, ils pouvaient avoir plus que 88 centimes. Donc là, en fait, dans la répercussion, là, sur des types d'indices, là, l'indice, tout est moyenné, voilà, et puis c'est du relatif, on ne donne pas de valeur absolue, mais quand on va suivre dans des élevages en particulier, où c'est un éleveur, regarder ses charges, lui, il aura vraiment ce que lui, ça lui a coûté, combien lui a coûté le poussin. Tout confondu, j'ai envie de dire, sur le poussin, quoi. Pas que la partie ovosexage, mais un poussin, combien ça lui a coûté, quoi. Ok. Top. Je vois pas d'autres questions. Oui, je vois que Alice a mis une précision là. Alors, je ne sais pas si c'était pas suffisamment clair, mais oui, effectivement, je vais revenir sur le graphe, sur le schéma. À droite, on collecte bien 31 centimes des 100 œufs sur tous les œufs de catégorie A, alors qu'à gauche, le poussin ovosexé, c'est 88 centimes par poussin ovosexé. Donc, on n'est pas sur les mêmes. D'un côté, c'est des poussins, de l'autre côté, c'est des centaines d'œufs. Donc, on n'est pas sur les mêmes périmètres. Et à droite, c'est sur l'ensemble des œufs catégorie A. Donc, il peut y avoir aussi des œufs de souches blanches. C'est tous les œufs de catégorie A, alors qu'à gauche, on est sur les poussins ovosexés des souches brunes, quoi. Donc, attention, ce n'est pas tout à fait les mêmes. C'est deux périmètres différents. Mais par contre,
là, l'accord était quand même de toute façon déficitaire et donc ne pouvait pas continuer à s'appliquer de cette manière-là. OK. Et du coup, sur l'ovosexage, là, on est uniquement sur les souches brunes. Est-ce qu'il y a des perspectives en cours sur les souches blanches pour le moment ou? Alors ça, pareil, moi, je peux pas y répondre en tant que tel. En tout cas, c'est dans d'autres. Enfin, on sait qu'il y a des technologies qui existent aussi pour les souches blanches, qui peuvent exister dans d'autres pays. C'est pas du tout les technologies qui sont utilisées actuellement en France. Donc, si demain il fallait faire les souches blanches, bah, ça veut dire qu'il faut aussi réinvestir dans d'autres matériels. Donc, c'est encore un autre surcoût. Euh, donc, c'est un autre chantier, quoi, j'ai envie de dire, si on partait demain sur les souches blanches. Ouais, donc on Les a souches quelqu'un blanches, qui je me rappelle aussi peut-être, enfin, je sais pas si les souches blanches généralement sont plutôt utilisées pour la partie ovoproduits, euh, alors que sur la partie des œufs coquilles, on a quasiment que de la souche brune, quoi. ouais. Et donc on a quelqu'un qui nous demande, pourquoi uniquement sur les souches brunes? Donc j'imagine que c'est une question de technologie du coup. Ouais, et puis parce qu'en fait, en France, culturellement, et puis on voit le pourcentage, c'est les souches brunes qui sont très très largement majoritaires. Donc c'est pour ça que ça a été tout l'effort a été porté sur les souches qui représentent, vous voyez, que plus de 80% de la production française, quoi. Mmh. Ouais. OK. Après Et aussi, pour rappel, hein, c'est que il y a des il y a des exceptions aussi, hein, qui sont citées là, en haut à gauche de la diapo. Il y a s'il y a des erreurs de sexage, toute la partie repro, pour les essais, en station expérimentale, pour l'alimentation animale ou autre, il y a quand même des exceptions, à cet ovosexage. Donc, ça, c'est des choses qui existent, enfin qui sont prévues depuis le départ dans l'accord. ouais, OK. Je rebondis aussi, enfin juste un dernier petit point, mais là sur, plutôt influenza parce que ça évolue pas mal ces derniers temps. Et puis sur le classement des pays, là, il y a tu avais cité l'Espagne, il y a l'Allemagne aussi qui est en train d'avoir pas mal de cas, en élevage. Et puis, Pologne et Pays-Bas, ça commence à suivre aussi. On a tout l'est aussi de l'Europe qui commence à avoir de plus en plus de cas, donc la situation se tend un peu. Alors on croise les Ah doigts en sûr, ouais. France, mais Et donc, bah, j'en profite pour faire la pub de ton dernier post, Justine. oui. Si pour ceux qui sont intéressés pour suivre de façon précise, hein, c'est des choses qui sont suivies par l'ITAVI. Alors, il y a des bases de données au niveau européen ou mondial. Et donc, du coup, si vous voulez revoir un peu où on en est sur les cas, il y a voilà, il y a des publications, des communications qui sont faites qui peuvent vous permettre de suivre. Et effectivement, on voit que le nombre de cas, quand même, s'accélère, quoi. Bon, Ouais, ce tout qui à est pas fait. enfin, ce qui est un peu, c'est toujours dans cette période de l'année, généralement, où on a les cas qui réaugmentent, quoi, surtout Ouais, près ouais, des tout à zones fait. Ça littorales, va quoi. ça va avec les migrations, hein, donc c'est normal, mais voilà, surtout, il y a beaucoup de c'est l'UFSA qui a créé tout un kit de communication aussi sur la biosécurité et cetera, donc on essaye de relayer au maximum histoire de pas relâcher la pression là-dessus et puis, pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible, quoi, mais bon, ça devrait aller. Alors, je sais pas s'il y avait d'autres questions ou pas? Non, là, on est, arrivé à bout des questions, donc si tu veux passer, au lapin, on t'écoute. Donc, on va passer donc au lapin. Donc pareil, hein, sur les mêmes types de questions. Alors, on n'a pas remis le détail de toutes les matières premières, puisqu'on les a déjà citées dans la partie pondeuse, mais juste sur les matières premières plus spécifiques au lapin, donc les déshydratés. Au niveau des prix sur les déshydratés qui sont utilisés en lapin, donc on est plutôt sur une baisse, hein, par rapport à l'année 2024 qui était très élevée. Donc c'est un peu un contexte différent des autres types de matières premières. Pourquoi une baisse un peu de ces prix des matières premières? Bah déjà parce que sur les deux types de matières premières déshydratées, que ce soit la betterave à gauche ou la luzerne à droite, on a eu plutôt des bonnes productions. Pour la luzerne, on est sur la 4e coupe actuellement et les rendements sont plutôt bons. Le questionnement qu'on peut avoir sur la luzerne, c'est les emblavements en luzerne qui ont tendance à baisser et des prévisions pour les années à venir sont plutôt en baisse. Donc, à voir si ça ne va pas tendre un petit peu plus les cours pour les prochaines années. Sur l'indice Itavi lapin, donc là, on a un peu quelque chose aussi différent des autres indices matières premières Itavi, du fait des déshydratés, qui évoluent pas tout à fait de la même manière que le reste des matières premières. Donc ça s'illustre aussi sur ce graphe, avec une baisse, vous voyez, qui est notée à l'écran de 7,4% de septembre 2025 par rapport à septembre 2024. Petit point aussi méthodologique sur le nouvel indice Itavi. Alors, on ne l'a pas fait sur les autres espèces, qui a moins de changements, mais là, sur le lapin, il y a eu un changement plus notable
sur la méthodologie. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, hein, tout est rappelé dans la note méthodologique, donc ceux qui veulent avoir les détails pourront s'y référer, et ceux qui veulent même se former, il y a ce e-learning qui existe. Mais juste pour rappeler quand même un changement notable majeur, c'est que maintenant, en fait, pour l'indice Itavi Lapin, on fonctionne de la manière suivante. En fait, il y a 2 aliments qui sont formulés, un aliment maternité, un aliment fibre, et ensuite on prend ces 2 aliments qui sont formulés pour faire l'indice, et on les pondère avec 1/3 pour la maternité et 2/3 pour la fibre. Donc c'est maintenant comme ça que c'est calculé l'indice Itavi qui est publié là depuis septembre, et pour rappel, un double publication jusqu'au mois de décembre. Alors sur les indicateurs de production, et ben la production poursuit sa tendance baissière, on le verra, c'est en lien forcément aussi avec la baisse de la consommation. Alors on a quelques difficultés, donc là ça a été corrigé, mais on a quelques difficultés aussi à avoir des sources de données plus fiables sur le lapin, parce qu'on arrive à des volumes des fois qui sont plus difficiles à capter les bonnes évolutions. Donc là, ça a été corrigé. Donc on a une production contrôlée en 2024 qui est en baisse de 6,3%, donc 23 700 tech. Et la fabrication d'aliments, et ce qui conforte un peu le chiffre de la production contrôlée, en baisse de 6,18%. Donc c'est cohérent qu'on ait une baisse à peu près similaire sur la fabrication d'aliments par rapport à la production. Ce qui n'était pas forcément le cas dans les premiers chiffres qu'on avait reçus d'Agrest. Sur les cotations, sur le prix du vif de 2025, on est sur la tendance de 2024. 2025, là, c'est la courbe noire avec les petits points jaunes. Et donc, on voit qu'on est vraiment dans la poursuite un peu de ce qu'on avait en 2024, avec toujours cette saisonnalité aussi qui est très forte dans la production de lapin, avec le trou là sur le milieu de l'année par rapport au reste de l'année. Donc en moyenne, en 2024, on a 2,38 € du kilo vif, donc c'est en recul de 1,8%, donc relativement moyen. Et la moyenne sur les 39 semaines de 2025 à 2,29, donc un recul de 2,7%. Alors on l'a dit tout à l'heure sur la consommation de lapins par habitant, on est vraiment dans des volumes, dans des consommations par habitant qui sont vraiment maintenant réduites, puisqu'on était à 300 grammes par an par habitant en 2024, et les estimations sont à 261 grammes par an par habitant pour l'année 2025, avec le même problème qu'on a déjà évoqué plusieurs fois dans ces web échos, c'est que la population de consommateurs de lapins, autant on disait sur les œufs, la volaille de chair, on a un taux de pénétration dans la population qui est très élevé, c'est-à-dire qu'il y a 98% par exemple de la population française qui mange des œufs. C'est beaucoup, beaucoup plus réduit. On avait fait tout un focus dans le dernier Webeco sur un travail que Mohamed avait fait à partir des données Kantar pour creuser un peu le sujet. Et c'est beaucoup plus réduit sur la population française, sur les consommateurs de lapins, et notamment sur une population plutôt plus âgée, voire même beaucoup plus âgée. Et forcément, tout l'enjeu, c'est d'essayer de faire consommer du lapin à la population plus jeune pour freiner cette baisse de consommation. C'est pas quelque chose de spécifique à la France, on le verra tout à l'heure d'ailleurs aussi sur la production. C'est une tendance qu'on va retrouver dans les différents pays où il y a de la consommation de lapin. La France est dans les mêmes questionnements. Alors, sur les tendances achats, Kantar, ils sont à nuancer dans le sens où, pareil, on arrive sur des petits volumes. On l'a dit tout à l'heure, comment fonctionne Kantar, c'est des panélistes qui font des déclarations d'achat. Comme il y a moins de consommateurs de lapin que d'autres types de produits et qu'on est sur un effet échantillon, on peut avoir des tendances des fois qui commencent à être un petit peu compliquées à exprimer, puisque il suffit sûrement qu'il y ait quelques consommateurs qui en aient consommé plus ou moins dans l'échantillon et qui peuvent venir changer un peu la donne. Et donc prendre un peu de recul sur ces chiffres qui sont à prendre un peu avec des pincettes. Donc là, c'est sur les 7 premiers mois de 2025. Donc sur la catégorie, on va dire, sur la première ligne, le lapin tout entier, ça, on va sûrement pouvoir continuer à le suivre, même si là, le pourcentage de baisse il est particulièrement élevé par rapport à ce qui devrait être en réalité par rapport aux échanges qu'on peut aussi avoir avec les opérateurs. Après, sur les différents types de morceaux, là, ça devient vraiment des volumes trop faibles, on va dire, pour pouvoir suivre avec finesse les pourcentages d'évolution. Donc ça donne des tendances, mais ça reste quand même à prendre avec pas mal de pincettes. Ce qu'on peut dire aussi sur les achats, alors là, un peu comme ce qu'on peut voir par ailleurs, mais
c'est que c'est la RHD en fait, hein, qui résiste le mieux, et qui permet, de limiter la baisse de consommation. Donc là, vous avez la consommation totale, de lapins, et les achats à domicile. Donc le différentiel, c'est les achats, enfin la consommation RHD. Et donc on voit là sur la consommation totale de lapins, ça baisse à un certain niveau et que la consommation la courbe des achats à domicile baisse plus fort. Et donc du coup, ça veut dire que c'est la RHD qui permet de limiter cette pente de consommation. Autre effet qu'on retrouve dans d'autres espèces, mais avec des niveaux de départ qui sont quand même pas les mêmes, c'est sur le type de segmentation de la consommation de lapin entre le lapin entier, le demi et les morceaux. En poulet, pour ceux qui étaient là au WebEco mardi, vous savez, c'est moins maintenant de 15% de poulets entiers qui sont consommés. En lapin, on est quasiment encore à, enfin, on a 47%, donc c'est pas loin de la moitié quand même, donc c'est pas du tout les mêmes pourcentages. Mais par contre, ce pourcentage ne cesse de baisser d'année en année, puisqu'on était encore à 54% en 2019. Donc chaque année, on perd quelques points sur ce lapin entier, qui d'ailleurs, de toute façon, aussi plus difficile à trouver en supermarché sous ce format-là. Et puis, du coup, ça se fait au profit, donc les dernières années, ça se faisait au profit à la fois des lapins de mie et des lapins morceaux. Et maintenant, on voit surtout que c'est le lapin morceau, et ce qui est assez logique, vu les modes de consommation qu'on va retrouver dans la population, où on préfère avoir voilà, des découpes que des morceaux importants à cuisiner. Et donc, le lapin morceau bah voilà, voit son poids relatif continuer de progresser d'année en année. Alors maintenant, on va parler des aspects commerce extérieur. Donc, l'avantage de cette production en lapin, c'est qu'elle est très dynamique et comme la consommation est plutôt en berne, bah, ça permet d'avoir des capacités pour l'export et de rattraper des parts de marché qui avaient pu être laissées à un moment donné pour l'import. Donc là, vous avez à gauche sur les volumes, et donc vous voyez entre le poids des imports, qui est l'histogramme de gauche, et le poids des exports, qui est l'histogramme du milieu, et le solde qui est en grisé. Et donc on est sur des dynamiques là sur les 7 premiers mois de 2025 par rapport à 2024, encore sur une évolution positive en volume à gauche et en valeur à droite. Donc ça, c'est plutôt des signes rassurants sur la capacité aussi d'être de réussir à se positionner à l'export pour notre filière lapin. Il y a une reprise marquante des exports vers la Belgique, donc plus 88%, sur la Suisse, plus 14%, et à l'inverse, des reculs sur les imports, notamment depuis la Chine. Alors là, attention aussi, prendre un petit peu de recul et nuancer un peu ces chiffres avec des évolutions peut-être qu'on a moins l'habitude de voir sur d'autres types de production, parce qu'on arrive, il faut bien regarder aussi les échelles, on arrive à des tonnages quand même qui sont plus réduits, et donc on peut avoir vite des effets d'évolution en valeur relative à deux chiffres du fait de ces petits volumes. Il suffit qu'il y ait un opérateur qui retrouve un contrat, un marché à l'export pour que tout de suite ça puisse venir faire gonfler les chiffres dans un sens ou dans l'autre. Donc il ne faut pas suranalyser les évolutions d'une année sur l'autre sur ce type de chiffres. Une donnée, alors là, on n'a pas malheureusement des données très très récentes, mais enfin du coup jusqu'au mois de mars 2025, on a ces chiffres-là. Donc c'est l'évolution des stocks en viande de lapin. Et là, c'est aussi plutôt un point assez positif, puisque le niveau des stocks est plutôt en baisse. Donc ça veut dire que c'est jamais très bon d'avoir des stocks trop élevés pour une filière donnée. Donc là, c'est plutôt en baisse. À voir sur les derniers mois si on est dans cette même tendance, mais d'après les dires des opérateurs, on est effectivement toujours dans des stocks qui sont moindres que ce qu'on a connu, donc ce qui est plutôt aussi positif d'un point de vue production. On parlait tout à l'heure des autres pays européens, je vous parlais notamment de la baisse de la consommation, et donc du coup, on le traduit aussi par une baisse de la production. Et donc, dans les principaux pays européens, qui pour rappel sont plutôt dans la partie sud de l'Europe, Espagne, Portugal et Italie, on est dans des proportions de baisse qui sont assez similaires à celles de la France, un peu plus marquées en Italie. Alors, l'Italie, il y a aussi un problème, c'est que tous les opérateurs n'envoient pas leurs chiffres, donc on a toujours ce petit décalage. Et globalement, sur le premier semestre 2025, on est quand même à moins 9% au niveau européen, donc une baisse quand même qui continue d'être forte. Sur les cotations vives, donc tout à l'heure, on a présenté le RNM côté lapin français. Là, c'est pour voir les cotations en vive dans les principaux pays producteurs. Donc, vous avez la France, et puis vous avez l'Italie en vert et l'Espagne en jaune orangé. Et donc, on peut voir, alors c'est beaucoup, il y a des pays où c'est beaucoup plus saisonné que ce qu'on a en France.
Notamment, on voit en Italie, c'est beaucoup plus marqué à la hausse comme à la baisse. Mais globalement, sur les évolutions, on a quelque chose d'assez similaire entre ces différents pays, qui sont aussi des pays, du coup, hein, quand on était, on va dire, sur les contrats à l'export, de toute façon, c'est toujours un peu avec les mêmes pays que ça se travaille, puisque c'est là où il y a la production, c'est là où il y a la consommation, et c'est là aussi où il y a d'autres exportateurs qui vont exporter vers d'autres zones du monde. Alors avant, c'était pas mal aussi aux États-Unis ou dans d'autres pays qui importent pas mal de lapins par rapport à ce qu'ils produisent. Alors, sur le lapin, à retenir les perspectives sur ce qu'on vient de voir. Donc, il y a toujours cette question qui reste le point central pour cette filière de la consommation, donc avec une baisse qui se poursuit en 2025 et un passage sous les 300 grammes par an par habitant. Donc avec toujours cet enjeu d'essayer de renouveler. Alors il y a eu beaucoup de travail de fait, hein, on l'a déjà cité aussi dans les précédents Webeco, notamment des opérateurs industriels, enfin des abatteurs et des transformateurs, pour proposer des nouvelles gammes de produits plus adaptés aux modes de consommation actuels. Après, avec une difficulté sur le prix, parce que plus on est sur des produits transformés, le lapin, il a quand même un rendement carcasse qui est moins bon que la volaille, par exemple. Et donc, quand on est sur des produits transformés, on accentue le surcoût prix par rapport aux morceaux qu'on sait valoriser. Et en plus, avec des questions sur la découpe, etc., qu'il faut prendre en compte. Au niveau notamment, je veux dire, main-d'œuvre dans les ateliers de transformation. Sur les échanges, là, c'est le point positif pour cette filière, parce qu'il y a un solde commercial très positif dans les années précédentes et qui se poursuit là sur le début de 2025. Cette production dynamique permet de récupérer aussi des parts de marché aux imports et une croissance des exports. Et avec un taux d'auto-approvisionnement qui va passer à 121% en 2025, on était ces dernières années plutôt autour des 110, 116. Donc là, on continue d'augmenter. Donc c'est un taux d'auto-approvisionnement que beaucoup d'autres filières aimeraient voir. Avec aussi un taux d'import sur la consommation, autre indicateur de souveraineté, qui lui a son plus bas niveau historique à 3%. Donc ça veut dire vraiment qu'en France, le lapin, on peut consommer vraiment du lapin français, on a toutes les capacités de le produire. J'ai envie de dire, heureusement aussi par rapport à la consommation qu'on est en capacité de le produire, mais bon, il ne faudrait pas que la production baisse plus vite que la consommation, ce qui est pas le cas et ce qui permet de garder cette origine France. Et puis autre sujet, je suis pas revenu là sur le lapin parce qu'on en avait parlé pour la partie pondeuse, mais autre sujet d'actualité en termes autour des enjeux, ça va être la reprise des discussions sur l'initiative citoyenne At the Cage Edge là, et les propositions que la Commission européenne est en train de faire. Et toute la partie, bien sûr, qui concerne la cage, on l'a cité tout à l'heure, ça concerne plusieurs espèces, dont forcément, j'ai envie de dire, le lapin, qui est quand même encore très concerné. J'ai plus les tout derniers chiffres en tête, mais en ordre de grandeur, il y a à peu près 10%, 10 ou 11% d'élevage, enfin sur la partie engraissement d'élevage alternatif à la cage. C'est quelque chose qui est en train de se déployer, sur lequel l'interprofession et les acteurs y travaillent. Mais là, il va y avoir aussi tout cet enjeu-là pour continuer à convertir un certain nombre d'élevages, sachant qu'on ne part pas du même niveau non plus que les pondeuses, hein, puisqu'on a quand même encore une très grosse part de la proportion d'élevage qui est en cage actuellement. Et puis, c'est aussi un critère aussi pour l'attractivité du métier. Pour retrouver des éleveurs de lapins, ça va aussi donner une autre image du métier qui peut encourager de futurs éleveurs. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur la partie lapin. Pour l'instant, pas de questions dans le chat, n'hésitez pas, c'est la dernière séquence. Alors moi, j'en ai une, Simon, mais tu en as un petit peu parlé. Du coup, il y a beaucoup de travail qui est fait sur l'attractivité du métier et puis sur comment réfléchir différemment les produits qu'on peut proposer. On voit bien que le lapin entier, là, c'est plus trop de moins en moins ce qui est consommé. Du coup, ils réfléchissent plutôt sur de la découpe ou sur vraiment du produit transformé? Un peu les deux. Alors, il y a eu pas mal d'essais. Alors déjà, quand vous allez en magasin, vous pouvez voir qu'avant, vous pouvez trouver quasiment des fois du lapin que sous format entier ou demi. Maintenant, vous avez vraiment aussi l'érable, les gigolettes, les foies, etc. Sous barquette, comme on va trouver des découpes de filets ou autres pour les volailles. Donc ça, déjà, ça s'est pas mal développé, mais aussi beaucoup de produits, par exemple, type des brochettes de lapin, des choses un peu plus préparées. Avec des marinades, des choses comme ça, qui sont adaptés un peu plus au mode, on va dire maintenant, plus snacking, ou en tout cas de la cuisine plus facile à faire pour le consommateur. Alors après, leur difficulté, c'est de se positionner dans les rayonnages, c'est-à-dire que
À la fin, il faut quand même que le distributeur ait envie de mettre ce type de produit. Donc là, c'était pas plus tard qu'hier, un éleveur et responsable professionnel qui s'exprimait sur le sujet en disant notre difficulté après, c'est que ces produits-là, qui sont proposés par les industriels, il faut qu'on arrive à les placer dans les rayons. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est un certain surcoût, parce que je disais, il y a un rendement carcasse qui n'est pas le même, qui fait que ça peut être au kilo plus onéreux. Il faut réussir à se positionner, à trouver le bon placement pour que ce produit-là soit acheté. Donc c'est aussi la difficulté de réussir à rentrer dans les rayons et surtout à ne pas être déréférencé, parce que ça peut être un peu la problématique du lapin. À partir du moment où on ne va plus le trouver une fois, deux fois, trois fois en rayon, après le consommateur, il ne va plus forcément y penser. On dit toujours le lapin, c'est un achat un peu plaisir. On en achète parce qu'on le voit, parce que finalement, si on le met sur la liste de courses, le risque, c'est qu'on ne va pas le trouver quand on en cherchera. Comme d'autres espèces, un peu, on peut penser à la volaille, la pintade ou autre, c'est pas toujours évident à trouver hors période festive pour la pintade. Là, ça va être un peu la même problématique. Si on n'en trouve pas, on va pas forcément en consommer derrière, et puis on va pas y repenser la fois prochaine, etc. Donc il y a tout cet enjeu-là, mais après, il faut que derrière, ça suive, et il faut que les distributeurs ils aient envie d'en proposer. Quand il y a des démarches un peu, et on sait que c'est comme ça que ça marche, en tête de gondole, avec des opérations de promotion, etc., là, on arrive à vendre du lapin. Après, des consommateurs qui vont dire tiens, ce week-end, je vais faire du lapin, etc., ça devient de plus en plus difficile à trouver. Donc, il faut vraiment réussir à renouveler le type d'achat pour renouveler le type de consommateur. Oui. Et on a une consommation qui est quand même assez saisonnière. Ça a toujours été le cas ou ça s'est accentué vachement ces derniers temps? Non, après la saisonnalité sur le lapin, ça a toujours été le cas. Après là, je renverrai, je pense qu'il y a eu tout un travail intéressant que Mohamed avait fait là, si on voulait regarder vraiment sur le détail, parce que dans Kantar, on peut aller quand même creuser assez loin aussi sur le type de population qui va en consommer, entre plutôt les ruraux, les citadins, entre les zones régionales françaises, parce qu'il y a aussi des habitudes différentes sur le lapin d'une région. Il y a des régions qui consomment plus de lapin que d'autres, parce que c'est aussi selon des spécialités régionales, des choses comme ça. Donc il y a quand même aussi vraiment un côté culturel encore très fort, très fortement marqué. Et donc l'idée, c'est bien de s'appuyer sur ce réservoir-là, si j'ai envie de dire, avec des recettes phares qui existent, mais aussi de réussir à renouveler ce que travaille le CLIP, l'interprofession du lapin, sur des produits plus modernes, type des burgers, des choses comme ça, à base de lapin, ou des plats plus asiatiques ou autres, sur d'autres types de consommation que le fameux lapin à la moutarde ou lapin au pruneau, pour parler des deux plus courants. Ouais. Ok. Eh bien, je ne vois pas de questions dans le chat sur cette séquence, donc j'imagine qu'on arrive à la fin. N'hésitez pas si vous en avez encore, sinon on va pouvoir Alors, juste clore le j'ai webinaire. vu tout à l'heure passer dans le chat, oui, les diaporamas n'ont pas encore été envoyés, mais ils sont envoyés dans les quelques jours qui suivent. Il faut être juste un tout petit peu patient, mais ça va être envoyé de façon très, très proche. Et puis après, alors là, c'est beaucoup plus tard, mais je ne sais plus si c'est 6 mois plus tard, on diffuse aussi les vidéos sur la chaîne YouTube de l'Italie. Il y a les replays entiers. Ok. Et du coup, on touche à sa fin. Ça touche à sa fin. Merci à tous pour votre présence et puis pour votre participation dans le chat. Merci Simon pour la présentation et Mohamed pour toutes les recherches que tu as faites à côté. Et puis merci encore aussi à notre partenaire Biochem qui nous permet de vous présenter tout ça. Je ne sais pas s'il y a une dernière slide aussi, Simon, mais je rappelle juste qu'on a des événements là, Itavi, qui arrivent. Donc, on a les journées volaille de chair à Champy le 6 novembre, volaille de chair dans le sud-est le 27 pour ceux qui sont plutôt de ce côté-là. Et puis, poulette et pondeuse à Cesson-Sévigné qui sera le 11 décembre. Donc, n'hésitez pas aussi, il y aura beaucoup de présentations très intéressantes sur ces sujets-là. Donc, merci à tous et puis passez une très bonne journée. Merci à tous et bon appétit. Au revoir. Bon appétit.